Hey, 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 on est live depuis l'Aloe d'Agafay, qui est un méga lieu que j'ai découvert aujourd'hui. J'ai venu visiter ça après avoir rencontré Béatrice et Guillaume la semaine dernière, il me semble. Qui donc enfin, c'est Béatrice qui a créé ce lieu initialement il y a une dizaine d'années, et puis Guillaume qui l'a rejoint il y a 5 ans. Et donc c'est un méga lieu où en fait ils sont en complète autonomie, avec donc bien sûr l'énergie solaire, de l'eau, même si pas beaucoup, mais il y en a, et ils ont mis en place une infrastructure assez dingue, avec énormément d'éléments qui permettent d'être complètement autonomes sur le plan alimentaire, sur le plan de l'eau et sur le plan de l'électricité, de l'énergie. Donc ça par exemple c'est le four, enfin c'est plutôt les plaques de déshydratation solaire en fait, à base d'énergie solaire, voilà, pour déshydrater avec le soleil. Donc voilà, des clayettes comme ça, et tout ça bien sûr designé par Guillaume, exécuté par un menuisier local. Et, euh, et donc voilà, ça déshydrate. Et il y a un paquet de trucs qu'ils ont mis au point comme ça, et c'est juste génial. Je vais vous montrer le jardin. Est-ce que le son est ok? Parce que les deux dernières vidéos que j'ai faites, mon téléphone arrive en fin de vie là. D'ailleurs, j'ai un cher ami que je remercie d'ailleurs s'il écoute cette vidéo, qui m'a généreusement proposé de m'offrir un téléphone, un nouveau téléphone. Il serait peut-être temps. Là, il a bientôt 3 ans celui-là, et il commence vraiment à peiner. J'arrive même pas à vous montrer. Regardez si je vous montre là comme ça. Ça marche pas quoi. C'est flou. C'est flou la vidéo de derrière. Donc je suis obligé de vous montrer avec moi là. Vous voyez comme c'est beau là. Je sais pas trop ce que je cadre. Bref. Est-ce que le son est ok? Tout à l'heure, non, le son était pas bon. Oui, le son est bon. D'accord, super. Merci. Si le son est pas bon, je mets mes écouteurs, mais voilà, on va essayer. Là, je suis sans écouteurs, sans micro, sans rien. Et donc voilà, le système en fait de hop comment on appelle ça encore, de déshydratation. C'est génial. Énergie solaire. Rien d'utilisé, rien de perdu. Plutôt. Voilà. Donc là, en fait, quand je reçois un message et que je le vois pas parce que je suis en train de vous montrer un truc, et ben ça se coupe. Bref. C'est les aléas pour l'instant, mais ça va bientôt changer. Il me reste juste à trouver quel modèle de téléphone. Et Dieu sait qu'il y en a tellement, j'ai du mal à chercher. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Alright. Donc voilà, ça c'est le cadre ici où ils ont fait leur petite maison. Une maison magnifique. Je vais pas trop vous montrer de la maison, je veux surtout vous montrer les jardins. Mais c'est vraiment un cadre idyllique, quoi. Tout construit en pierre et en terre. Il y a un petit peu de ciment qu'ils ont mis sur les murs pour pouvoir consolider le torchis en fait. Et en fait ça c'était censé être un revêtement, plutôt une accroche sur laquelle ils allaient recouvrir ensuite complètement en terre. Mais en fait ça c'est essentiellement de la terre avec peut-être 10% de ciment. Terre, sable, paille, bien sûr, et eau, et puis un petit peu de ciment, et chaud également, et puis un petit peu de ciment, et c'est ultra, ultra robuste, quoi. Donc voilà, magnifique maison, on a eu un super repas là, tout avec les produits du jardin, tout, tout, tout. Donc ça, c'est une table également qui a été designée par Béatrice, avec des copeaux de bois dedans et tout. C'est juste génial, vraiment, exceptionnel la maison. Mais, je vais vous montrer les jardins. Ah, ces jardins. Il faut savoir qu'ici, c'était complètement désert. Complètement désert comme, bon là il y a d'autres arbres maintenant devant et tout, mais complètement désert comme on va voir un petit peu plus loin. Donc ça c'est une tour là qu'ils sont en train de construire, là, un château d'eau, où donc ils font une réserve d'eau, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'eau en fait ici, ils ont environ 10 mètres cubes d'eau par jour, ce qui n'est pas énorme pour tous les jardins qui prennent en charge, en fait, qu'ils ont développé. C'est juste exceptionnel d'intelligence et d'ingéniosité pour réussir à faire pousser autant de choses avec si peu d'eau, et pas très nombreux en fait, ils sont pas nombreux du tout à faire vivre ce lieu. Il y a Béatrice et Guillaume bien sûr, et il y a 6 ou 7 personnes je crois du village. Donc voilà, ça c'est un truc qui... Bref, ça c'est des détails, ces trucs-là. Ils sont actuellement dans une situation où ils ont eu un petit conflit politique avec un entrepreneur qui leur a fait des choses bizarres. Et ils sont actuellement en train de résoudre ça. Ça devrait être résolu dans quelques mois. D'ailleurs, ils n'accueillent pas le public pour l'instant, pour encore quelques mois jusqu'à ce que cette question juridique soit réglée. Ensuite, il y aura une incroyable infrastructure avec également
plein de bungalows, il y a des cabanes là-bas, je ne montrerai pas de huttes là-bas, surélevées. C'est exceptionnel d'ingéniosité au niveau agricole, au niveau en fait potager, du jardinage. Donc ça c'était une colline comme ça, c'était en pente, on va dire, ouais. C'était en pente comme ça, comme ici, comme le chemin. Et donc ils ont terrassé tout ça afin de capter la pluie. Parce que c'est ça aujourd'hui. Vous m'entendez moins? Ah mince. Oh là là. Je vais essayer avec mes écouteurs, donc ça passe un petit peu mieux. On entend. Je change de téléphone. N'hésitez pas à me dire s'il y a des modèles de téléphone qui me semblent appropriés. Pas des trucs bien sûr qui coûtent un bras, mais un bon rapport qualité-prix. Voilà. Donc en fait, je vais mettre mon micro. On entend. Voilà, j'espère que vous m'entendez là. Est-ce que c'est bon? M'entendez-vous? Oui, super, merci Françoise. Ok, donc en fait, le facteur limitant ici, c'est l'eau, parce que c'est extrêmement désertique. Si vous regardez là-bas au loin, vous voyez, c'est surtout caillouteux, c'est des sortes de collines comme ça, extrêmement caillouteuses, avec quelques herbes, on va dire, un peu grasses qui poussent, mais dans l'ensemble, ce que vous voyez là, ces arbres ont été plantés parce qu'il y a un puits. Et donc, parce qu'il y a eu un puits qui a été foré, et donc les arbres ont été plantés. Mais dans l'ensemble, c'est extrêmement rocailleux et peu propice en fait à ce que la végétation puisse se développer par elle-même. Et ce qui est génial, c'est que tout ça là qu'ils ont fait n'est quasiment pas arrosé. Ce n'est que la pluie. Et cette année, ils ont eu 8 mm seulement de pluie. Autant vous dire, c'est peanuts, quoi, c'est rien du tout. Donc voilà, si vous regardez là derrière, c'est ça que je vais vous montrer. Si on regarde derrière là, voilà, c'est ça grosso modo. C'est des trucs désertiques comme ça. Donc s'il n'y a pas la main de l'homme qui construit des gros trucs un peu moches comme ça, là, il se passe rien. Il n'y a pas de végétation qui va pousser là, quoi. C'est vraiment voilà, c'est bon. C'est vraiment parce qu'il y a l'ingéniosité et l'eau en fait qui fonctionne. Merci Myriam de me dire que c'est mieux le son. Ça, je vous montre cet arbre là tant que j'y suis. Cet arbre là s'appelle un faux mimosa et c'est exceptionnel comme arbre parce que c'est une légumineuse. Ça permet en fait de fixer l'azote et donc l'azote qui est un des trois principaux composants des engrais, des fertilisants naturels, c'est l'azote, la potasse et le phosphore. Et donc l'azote est fixé par les légumineuses qui permettent en fait de prendre l'azote qu'il y a dans l'air et de le fixer dans le sol. N'importe quelle plante a de l'azote en elle. Et n'importe quelle plante va fixer un petit peu d'azote. Sauf que les légumineuses, comme le faux mimosa, le caena s'appelle, c'est ça son espèce, et les cacahuètes et les fèves et tout ce genre, on va dire, de plantes-là, dont notamment ce faux mimosa, eh bien, ça permet de régénérer les sols. Ça permet de fixer l'azote dans des sols qui étaient très pauvres et c'est génial. Donc, ils en ont planté un petit peu partout et donc ça fait des graines comme ça qui sont contenues dans des gousses, ce genre de gousses. J'en ai dans la poche des graines, j'en ai toujours, jamais sans mon faux mimosa. Ça s'essaime de partout et donc pour peu en fait qu'il y ait un tout petit peu d'eau, ça pousse. Voilà. Voilà des graines de faux mimosa. Ça ressemble à ça. Je sais pas si on voit correctement, mais ça ressemble à ça. Voilà, et puis c'est super facile ça pousse dans des conditions ultra difficiles. Mais donc vous voyez là, c'était complètement désertique comme ça, comme on peut voir là. Et il y a une dizaine d'années, Béatrice s'est mis en tête de sortir de Marrakech, où elle était photographe à l'époque, et de venir s'installer à la campagne. Et donc elle a acheté ce morceau de terrain. Et donc là, je vais vous remontrer la terrasse, que vous voyez comment est-ce que ici sont pris. Parce que c'est vraiment très ingénieux et donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'arroser. Donc là, on peut voir le mulch, ce qu'on appelle le mulch, à savoir une couverture de sol. Pas forcément que à base de paille, on dit généralement paillage en français, mais un mulch n'est pas forcément à base de paille. Bon là, il s'avère que c'est de la paille, mais pas forcément.
Et donc on voit un épais mulch, une petite dizaine de centimètres, et c'est ça qui fait que le sol n'est jamais à nu, n'est jamais asséché en fait par le soleil, ce qui provoque ce qu'on appelle un phénomène de battance entre le vent et les rayons du soleil. La croûte de la surface, la croûte supérieure de la Terre, ça sèche à tel point que ça devient la plupart du temps mort en fait. On peut plus rien, il n'y a plus rien qui vit dedans jusqu'à ce que revienne éventuellement de l'eau et que les graines qui étaient en dormance se régénèrent. Mais le temps qu'elles se régénèrent, plutôt le temps que vienne l'eau et qu'elle puisse pousser, toute la vie en fait du sol est partie. Donc il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de champignons, il n'y a plus de vers de terre bien évidemment. Et donc le fait de maintenir un couvert comme ça, un mulch comme ça, ça fait que le sol ne meurt pas, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et le peu d'eau, le peu plutôt de... Voilà, là, quand on va, je marche, là, ça s'enfonce, hein. Il doit y avoir 10 cm, 15 cm peut-être par endroit, au moins 10 cm. Voilà. Et donc, l'humidité qu'il y a dedans fait que les racines et les champignons peuvent créer ce qu'on appelle des rhizobiums, des mycorhizes. Les rhizobiums, en fait, c'est plutôt les bactéries qu'il y a dans les racines des légumineuses, comme le caïnia, là, le faux mimosa que je vous ai montré. Mais en fait, cette symbiose entre la plante et le champignon, on appelle ça une mycorhize. Et en fait, les mycorhizes, il semblerait que ce soit une dimension de la vie des sols et donc de l'agronomie qui a été immensément méconnue. La valeur de ces mycorhizes. Résultat des courses, on a accordé beaucoup d'importance à l'azote, à la potasse, au phosphore, etc. Mais très peu, en fait, à la vie des sols. Autrement dit, notamment le réseau mycellaire, les champignons. Et donc, le fait de mulcher comme ça et qu'il y ait des plantes qui poussent dessus, fait qu'il y a des bactéries qui se développent, des champignons qui se développent, et tout un réseau de vie souterraine qui, dès lors qu'il y a un minimum d'humidité, peut perdurer. Et donc c'est ça qui est absolument remarquable avec cette technique qu'ils ont adoptée. Je vous rappelle, ça c'est donc la pente de la colline, hein. Comme vous avez la colline là en face, la pente, la même. Donc là c'était pareil, il y avait la même pente. C'est bon, on va toujours obligé de vérifier comme ça parce que s'il y a un message, ça coupe tout. Et donc la pente en fait était comme ça, c'était une pente comme ça. Et donc ils ont tout terrassé, voilà, de haut en bas. Ils ont fait des terrasses comme ça, donc là, voilà, section 3, section 2, section 1, et comme ça, de haut en bas, ils ont tout terrassé avec une particularité qui est qu'ils ont prévu une pente inverse. C'est-à-dire là où la pente est comme ça, elle est progressive, ils ont fait donc des terrasses qui montent légèrement en pente vers le haut. Pourquoi? Pour recueillir en fait la pluie. C'est ce qu'on appelle un impluvium, mais c'est un impluvium qui est du coup intégré à toute la bande en fait. C'est pas au pied de chaque arbre comme ce qu'on a fait pour l'instant au Jardin de la Santé, comme ce qui a été fait pour l'instant au Jardin de la Santé. Là, c'est carrément un truc qui remonte comme ça et c'est absolument génial parce que ils ont rajouté en plus, pas partout, mais ils ont rajouté ces plantes grasses sur sur l'accotement là, qui fait en fait que ça permet de maintenir les sols quand il y a de la pluie du coup qui arrive et qui est extrêmement violente, parce que ça peut arriver, des orages, hein, c'est rare, mais lorsqu'il y a des orages, il faut justement qu'ils s'assurent de recueillir toute l'eau dans ces terrassements, parce que sinon ça dégouline comme ça va jusqu'en bas, ça lessive tout d'ailleurs sur le passage, toutes les plantes, tous les trucs qu'il y a, ça embarque toute la vie qu'il peut y avoir et puis ça finit dans le ravin là-bas en bas dans le WED. D'ailleurs je vais vous montrer là, j'espère qu'elle va pas être trop longue cette vidéo, mais ils ont fait tellement de choses, c'est juste génial. Et donc tous ces terrassements là remontent un petit peu comme ça, je sais pas, entre ici et là doit peut-être y avoir une pente de 15 degrés, 10-15 degrés au moins. Et donc en fonction, je pense qu'ils se sont améliorés en descendant, je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on peut voir ici que c'est net. Ici, on voit quasiment, il y a un mur. Et donc ça, c'est génial, parce que du coup, ça permet, ici, on le voit très bien, ça permet de créer ce qu'on appelle un swell. Un swell, en fait, c'est lorsque toute l'eau, en fait, va buter contre tous les trucs là, elle va buter contre tous les trucs là, et puis elle va se réunir ici au centre. On peut voir là-bas aussi. Ça vient comme ça, et puis il y a une petite pente, et ça vient tout ici au centre. D'ailleurs, ici, ça s'appelle l'aloe d'Agafay. C'est pas pour rien, il y a des aloe vera de partout. Il y a des aloés de partout. Et donc, ces swells-là permettent de recueillir un maximum d'eau de pluie quand elle arrive. Bon, cette année, il n'y en a pas eu beaucoup, l'année dernière non plus. Mais voilà, ils ont fait un paquet d'aménagements avec notamment des grands bassins pour pouvoir recueillir l'eau, etc. lorsqu'il y en aura. Et donc là, on voit également un swell. Il y en a un petit peu partout, en fait, pour que justement ce soit au pied des arbres. Que l'eau, en fait, puisse
arriver et puis être absorbé ensuite par le sol. C'est-à-dire si ça se met à stagner là, avec ce mur-là, ce mur d'ailleurs qui a été fait à base de terre et de pierre, c'est vraiment un mur qu'ils ont construit. Vous voyez, il y a des pierres, il y a de la terre. C'est pas le sol qui était comme ça, c'est eux qui les ont fabriqués. Ça a vocation justement à bloquer l'eau pour qu'elle puisse rester ensuite sur cette surface-là qui a été un petit peu creusée comme ça, de telle sorte à ce que l'eau puisse s'infiltrer et qu'elle soit disponible pour les arbres. Voilà. Donc ça, je trouve ça remarquable comme technique parce que je vous rappelle, hein, c'était une colline en fait. Tout ça, c'était la colline comme en face. Et ils ont bien terrassé ça en faisant donc cette petite pente qui remonte. Donc à part ici où il y a un swell, toutes les autres en fait, enfin les autres qui n'ont pas de swell comme ça, remontent vers le haut. On remonte avec 10-15 degrés. Et puis là, ils ont fait le mur avec le truc qui descend jusqu'au centre. Voilà, donc vous voyez, et tout le reste là, ils arrosent pas. D'ailleurs, ils arrosent quasiment pas ici. C'est très rare qu'ils arrosent. C'est quasiment tout auto-hydraté, si je puis dire. Donc voilà, là, c'est pas du tout arrosé. Pas du tout arrosé non plus. Et c'est très rare que les arbres aussi soient arrosés. Ça se base tout en fait sur le recueillement d'un petit peu d'eau de pluie quand il y en a. C'est ça le concept de ces terrasses. Et vous allez voir encore en bas, c'est très différent. En fait, c'est plein, on va dire, d'essais, plein d'observations, plein de manières en fait d'observer la nature et de comprendre comment faire au mieux pour optimiser le travail qui se fait naturellement, comment faire pour l'optimiser avec les conditions peu amènes qu'il y a ici, vu que c'est vraiment, vous regardez, hein, c'est dur de faire plus dur que ça, quoi. C'est de la caillasse et de l'argile, quoi. Donc vraiment pas propice à ce qu'il y ait une vie dans ces sols, et pourtant c'est possible, pourtant en fait qu'on fasse qu'on prenne les bonnes mesures. Donc là encore le fameux faux mimosa hein, qui pousse tout seul, et ça quand on le rabat, ça repousse d'autant dans l'année, quoi. Si on le rabat là au milieu, là, ça repart d'autant. J'ai hâte qu'on puisse en mettre aussi au jardin de la santé. Et donc voilà, ça continue comme ça, avec donc des arbres là qui ont été, ah bah tiens, je vous montre ça, les filets, ça c'est pour les oiseaux, les abricotiers, ça je crois. Est-ce que c'est des abricots? Non, c'est pas des abricots. Si, je sais pas. Voilà, navré, il y a un message. Abricotier, donc c'est un abricotier avec des filets du coup, pour pas que les oiseaux viennent trop les taquiner. C'est vraiment, vraiment magnifique parce que c'est tellement ingénieux. Il y a très peu d'entretien à faire. On peut voir là ces romarins là qui se portent à merveille. Voilà. Alors qu'il n'y a pas d'arrosage, hein. Zéro arrosage. Très très peu. Zéro en tout cas. Ça c'est des baies de goji. Des baies de goji marocaines a priori. Très bon. Très sucré. Pas aussi amer que les baies de goji qu'on connaît, généralement. Délicieux. Tout ça c'est des baies de goji. Les aloés. Là on va arriver à une partie qui est très intéressante, c'est les semences. Vous allez voir ce que fait Guillaume, c'est juste génial. Et tout ça, bien sûr, c'est issu de l'observation de la nature. Tout ce qui est fait là. Ça, c'est des moringas. Je ne sais pas si vous connaissez, le moringa, c'est un arbre qui pousse également très très bien. On peut voir là, bon, il n'y a pas beaucoup de feuilles, mais on peut voir les gousses. En fait, quand ça commence à faire des gousses, ça fait moins de feuilles. Et donc voilà, j'avais fait d'ailleurs une vidéo au Moringa Paradise, qui est une plantation, je sais pas comment on va dire ça, où il y a essentiellement des moringas, mais pas que. Et c'est vers Taroudante, vous la trouverez sur la chaîne si vous cherchez, Moringa Paradise. Voilà, donc on peut voir là, c'est un petit peu recroquevillé les feuilles, ils n'ont pas beaucoup d'eau, hein, parce que voilà, ça se recroqueville quand il n'y a pas beaucoup d'eau, les feuilles. Donc il n'y a pas d'arrosage là, c'est vraiment tout. Et ça, comme je vous le disais là tout à l'heure, les murs, les arbres sont plantés juste avant les murs, pour que lorsqu'il y a de la pluie, ça vienne en fait arroser les arbres, et puis ensuite le trop-plein descende. Et ensuite ça revient ici jusqu'au
trop plein suivant, et puis quand ça remonte, bah, ça redescend. Et pour l'instant, bien sûr, comme il n'y a pas eu beaucoup de pluie ces 2 dernières années, eh bien ça n'a pas débordé, mais je vous montrerai à la toute fin le grand bassin là qu'ils ont prévu, mais ça n'a pas encore débordé, mais le jour où ça viendra, Guillaume m'explique que si les bassins se remplissent, ils sont autonomes pendant 10 mois dans l'année, quoi. Donc sans même utiliser l'eau du puits, c'est exceptionnel avec les techniques qu'ils ont mis en place. Alors je vous montre rapidement les petites cabanes là, les cabanons. Voilà, vous pouvez voir, ça couvert avec de la paille ici qui vient du terrain. Le bois ne vient pas du terrain, mais sinon les roseaux là viennent du terrain, il me semble. La plupart des trucs viennent du terrain en fait. Et là vous pouvez voir cette remarquable structure en bois et en roseau et en paille. Et là voilà, d'autres tipis, des structures. J'ai même pas eu le temps de venir jusqu'ici tout à l'heure. Des orangers. Donc tout ça également pas arrosé. Enfin, il me l'a pas dit ça Guillaume parce qu'on n'est pas venu jusqu'ici, mais il me semble que ça doit pas être arrosé. Je vois pas en tout cas de goutte à goutte ici. Donc je crois que ça doit pas être arrosé. C'est vraiment le mulchage au pied des arbres. Et puis le fait qu'ils soient habitués à pas recevoir d'eau, quoi. Et justement, la technique qu'ils ont mis en place ici, qui est très intéressante, c'est de faire pousser des graines à la volée, de semer des graines comme ça à la volée, dans un coin où ce n'est pas arrosé. Je vais vous montrer ça là maintenant. Voilà. Ah bah avant d'aller là, je vous montre d'abord les patates douces. Un truc que j'ai appris sur les patates douces. Ah ouais, ça aussi c'est une technique exceptionnelle. Alors la patate douce, c'est un truc, je ne le savais pas, c'est un truc qui se plante par bouturage. Il faut bouturer en fait les patates douces. C'est-à-dire si on part d'une patate douce ou d'ailleurs d'une pomme de terre aussi certainement, et qu'on la plante comme ça va pas nous donner de pommes de terre. Ça va faire plein de feuillage, ça va être très florissant on va dire, de feuillage, mais ça va pas donner de pommes de terre. Pour que ça puisse donner une pomme de terre ou une patate douce, il faut en fait couper la tige, en fait, le feuillage là, avec au moins 2 yeux. Et en fait, quand on plante le truc, on peut le laisser faire des racines dans l'eau ou le planter directement en terre. Et quand on plante ça, c'est là que va se développer du coup une tubercule en bas. Donc c'est comme ça qu'il bouture c'est comme ça qu'il fait pousser les patates douces. Ils ont plein de boutures là-bas dans leur pépinière de patates douces. Et là où c'est très intéressant ce qu'ils font, c'est que la patate douce, en fait, elle aime des sols qui restent frais. Toujours. Et donc, plutôt que d'arroser, là aussi, je crois qu'il avait arrosé au début, il me semble, et là, ils n'arrosent plus. Il n'arrose plus du tout. Mais on voit bien, il y a le système de goutte à goutte, mais comme ils n'ont pas beaucoup d'eau, je crois, ils n'arrosent pas. Et regardez ce qu'ils ont mis. Ils ont mis en fait ce géotextile, je crois que ça s'appelle comme ça, géotextile, sous la terre, sur la terre, pardon. On voit la terre là, et donc, ah tiens, salut cloporte. Ah, les cloportes, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la vie. Après, quand il y en a trop, ça se met à tout bouffer. Mais voilà, magnifique cloporte. Salut petit gars. Waouh, t'es long, hein. Il est long, lui. Incroyable. Et puis, Guillaume m'expliquait que lorsqu'ils avaient eu... lorsque ça s'était bien développé là-bas dans leur serre, ils avaient beaucoup de cloportes. Et pour pouvoir contrebalancer la population de cloportes qui se développait, c'est très utile les cloportes aussi, mais sauf quand il y en a trop, eh bien ils ont fait rentrer leurs poules. Et quand les poules ont arrêté de... quand les poules ont mangé tous les cloportes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elles se sont mises à s'attaquer aux plants de tomates. Et donc c'est là qu'il a compris qu'il n'y avait plus de cloportes. Et donc il les a fait sortir. Il a fait sortir les poules. Aussi simple que ça. Voilà, quand on observe, on comprend que les cycles de la nature. Et donc, ce qu'il a fait en fait, c'est que sur le sol, il a étalé ce géotextile de telle sorte à ce que l'humidité qu'il y a dans le sol ne sorte pas. Et c'est comme ça en fait qu'il a bien arrosé la première fois quand il a planté le truc. L'humidité reste dans le sol parce qu'en fait le sol semble extrêmement rocailleux. Donc entre la rocaille et la surface, bah, l'eau reste plus ou moins capturée, plus ou moins captive dès lors qu'elle ne s'évapore pas. Et donc ce qu'il a fait avec ce géotextile, c'est que du coup, en paillant par-dessus, il y a peu d'évaporation, très très peu, et donc notre patate douce peut pousser. Voilà, c'est génial. C'est simple, ça correspond en fait au fonctionnement de la nature, à savoir un système où tout est en relation, en interrelation. Il y a des symbioses qui se font, il y a des associations qui ne sont pas bien heureuses, mais la
dès lors qu'on fait une bonne association entre un insecte et une plante, ou entre plusieurs plantes, ou entre un type de minéral, un type de terre, et puis des plantes, en fait, la nature fait son job. Il y a des champignons qui se développent, il y a des bactéries qui se développent, il y a des vers de terre. Ils ont des vers de terre qui sont arrivés de nulle part. Ils ne les ont pas inoculés, ils sont juste arrivés. Dès lors que c'est devenu suffisamment fertile, les vers de terre sont venus. C'est un truc de dingue. Et donc, ce que je vois moi dans cette exploitation, dans ce lieu, c'est énormément d'ingéniosité et d'écoute, d'observation en fait de la nature. Et donc ça, ce sont des chou kale. J'ai oublié leur nom précis, particulier, mais ils nous ont fait des chips de chou kale tout à l'heure. Et les chou kale, c'est juste génial, hein. C'est plein de vitamines, de minéraux, juste dément. Et voilà, ça pousse tout seul aussi. Pas d'arrosage. Paillé, toujours paillé. Le sol est paillé en permanence. Mulché quoi, toujours. Mais pas d'arrosage. Allez, on continue, je vous montre les graines. Comment ils font pousser les graines. Et ça vaut le détour. Je ne sais pas si vous connaissez Pascal Pot. Pascal Pout, en fait, P-O-O-T, c'est un gars qui est connu pour... maintenant, c'est un semencier, il fait des semences, mais il était connu, en fait, surtout pour ne pas arroser ses légumes, pour faire pousser ses courgettes, ses tomates à la dure, c'est-à-dire sans eau, et avec le soleil, voilà. Et en fait, ce qu'il fait, en fait, Pascal Pout, c'est qu'il ressème ses graines d'une année sur l'autre. De la même en fait du plant du plant qu'il lui a donné par exemple ses plants de tomates, et ben il va semer les graines des tomates qu'il a récoltées, et donc il va pas racheter de nouvelles graines, ce qui est complètement logique évidemment. Et en fait ce qu'il a observé, c'est qu'après 2-3 générations, les plants de tomates qui sont ressemés à partir des graines de plantes qui ont été élevées à la dure, donc ils vont monter rapidement en graines et donner donc des graines parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et bien ce qui se passe, c'est qu'elles transmettent leur patrimoine génétique qui est celui d'adaptation en fait aux conditions arides, aux conditions difficiles. Et donc ça fait que la génération suivante est mieux adaptée, et plus adaptée plutôt à ces conditions-là. Donc elle va mieux vivre, et la génération d'après encore et encore et encore. Et donc c'est sur ce principe-là que Guillaume sème comme ça à la volée, hein, juste avant qu'il y ait des pluies. C'est comme ça qu'il s'y prend. Il sait qu'il va y avoir de la pluie là, dans 2-3 jours a priori, il vient, il sème à la volée. Il arrose parfois un bon coup ou même pas. Il laisse la pluie faire. Bon, s'il n'y a pas beaucoup de pluie, il faut quand même arroser un petit coup. Et ensuite, il laisse. Et ces semences-là, c'est celle-là qui va ensuite, les semences qu'il récolte, là on voit par exemple cette betterave, ouais, c'est une betterave, qui est montée hyper rapidement en graines, tu vois, très, très, très haute comme ça, parce qu'il n'y a pas d'eau, du coup ce qu'elle veut c'est se reproduire. Et bien ces graines-là, ce sont elles qui va semer ensuite dans leur culture maraîchère, qui ont vraiment vocation à produire des betteraves pour les manger, à produire des tomates pour les manger, à produire des salades pour les manger, etc. Et il ne sèmera pas les graines des plants qu'il a récoltés là-bas, il reviendra forcément reprendre des graines qui ont été produites à partir d'ici. Et ça, je trouve ça absolument génial. Parce que dès lors qu'on leur donne un petit peu d'eau là-bas, je vais vous montrer dans un instant, un tout petit peu d'eau, un petit peu de bonnes conditions, mais là c'est la fête quoi. Parce qu'elles sont habituées, ça a été la dèche toute leur vie, entre guillemets, la dèche pour leur génération passée, etc. Et puis là, ils sont là, on leur donne de l'eau, on leur donne de l'humidité, on leur donne de la chaleur. C'est le paradis, on leur donne de l'ombre, c'est le paradis. Donc du coup, ça donne des rendements exceptionnels. Et donc c'est ça pour moi le génie vraiment de cette approche-là, où on cultive, on plante, on fait pousser plutôt les graines à la dure, sans eau, sans rien, pour que ça s'adapte bien. On prend les graines et on les ressème là-bas. Et bien sûr, ce qu'on va récolter de là-bas, on ne va pas ressemer de là-bas, on va revenir ressemer d'ici, et on va ressemer d'ailleurs les enfants de celle-ci ici aussi, pour que ça redonne encore des graines qui soient de plus en plus résistantes. Et je pense que si on fonctionnait sur ce modèle-là plutôt que sur celui des OGM et des F1, des graines F1 où on hybride les trucs pour qu'ils soient plus résistants à ci, plus résistants à ça, et je ne sais quoi, plus résistants à tel insecte, plus résistants à telle maladie, et je ne sais quoi. Au lieu d'être dans cette logique démente, on était plutôt en train de faire confiance justement à ces synergies de la nature, où on voit comment... Salut toi! Hey! Comment tu t'appelles? N'aie pas peur! Hey! Non, n'aie pas peur, ils sont gentils. Moi je sais que t'as pas peur de moi, mais eux non plus, n'aie pas peur. Donc, lorsqu'on
utilise en fait les synergies entre les plantes, lorsqu'on voit en fait à quel point il y a il y a en fait des combinaisons, à quel point en fait l'intelligence de la nature est tellement grande, tellement infinie, qu'il suffirait qu'on arrête de vouloir faire quelque chose d'extraordinaire pour se rendre compte que dans l'ordinaire, dans un truc aussi basique qu'une graine qui pousse sans avoir des conditions exceptionnelles pour le coup, dans l'ordinaire peut se trouver l'extraordinaire, à savoir que ça donne des rendements exceptionnels, tout simplement parce que la nature est faite de telle manière que tout s'adapte. Comme nous les êtres humains, on s'adapte à tout, idem pour les plantes, idem pour les animaux, idem pour tout. Donc si, pour peu qu'on fasse un petit peu confiance à l'intelligence de la vie, il y a moyen de réinventer notre monde à peu de frais. Il suffit juste d'être ingénieux et d'avoir un minimum de connaissances, bien sûr, et d'avoir foi surtout en l'intelligence infinie de la vie, de la nature, quoi. Donc voilà, graines de betterave par exemple. Ça c'est quoi? Ça c'est de la facélie, olivier bien sûr, tout plein d'aloe là, de partout. Euh, c'est peut-être plus bas qu'on a plus de graines. Je sais pas. Ça c'est... Je ne sais pas ce que c'est ça. Je crois que c'est plus bas qu'on en a plus. Ouais, je vais descendre plus bas. Donc ça, je trouve ça ultra ingénieux. Et bien évidemment, c'est pas arrosé, hein, c'est juste laissé en fait, c'est à la nature, mais toujours mulché, toujours le mulch, l'humidité, que puisse se maintenir l'humidité dans les sols pour que la vie microbactériologique puisse se faire. Voilà, donc encore des betteraves ici, donc qui montent en graines. On voit là, ça va donner des méga graines, donc pas d'arrosage du tout, pas d'eau. Voilà, donc ça, des salades là qui sont en train de monter en graines aussi. En fait, quand on donne pas beaucoup d'eau aux salades, elles montent rapidement en graines. Je crois que ça doit être de la mâche, ça. Je sais pas. Ça, c'est des carottes là. Ça, c'est des carottes donc également qui montent en graines très haut comme ça parce que elles n'ont pas beaucoup d'eau. Donc ces graines de carottes en fait vont être très résistantes au manque d'eau, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouh là, ça c'est beau ça. Regardez-moi ça. Oh, ça c'est un chou-rave, je crois, ouais. Je crois que c'est un chou-rave, ouais. Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Plus après ils sont très gros, ça doit être coriace, ça c'est vraiment pour les graines quoi. On les récolte généralement plus petits les chou-raves. Mais voilà. C'est donc paillé, toujours paillé. Puis les chou kale là-bas aussi, qui vont certainement à un moment ou à un autre monter en graines aussi. Et voilà, ça c'est un autre type de chou kale. Encore des carottes. Tournesol. Ça aussi, le tournesol, le bois, a priori, c'est pas mal du tout également pour mulcher. Magnifique. Et donc voilà, ça c'est quoi? Ça c'est des oignons, je crois. Ça m'a l'air d'être des oignons, ça. Ou des poireaux, peut-être. En tout cas, voilà, tout ça c'est fait juste pour les graines. Ici, c'est pour les graines. Et donc, voilà, là, ça c'est un oignon qui va donner des graines ici, qui pourra ensuite être replanté là-bas, ressemé là-bas. Oula, regardez-moi cet énorme chou-rave là. Ah ouais, ça va en faire un paquet des graines. Exceptionnel. C'est une technique vraiment très intéressante. Donc, on va faire ça. Ça s'appelle de l'arrache. De l'arrache, ouais. Arrache ou agarache? Agarache, je crois agarache, j'en sais rien. Donc c'est un chénopode. C'est comme le quinoa, c'est ce genre de truc, quoi. Là, truc rouge, en train de monter en graines aussi. Encore du choucal. Voilà, moi c'est ce choucal que je connais plus là, frisé là. Mais l'autre là, en haut là, très intéressant, hein. On dirait qu'il a une houppe, magnifique houppe comme ça. Voilà, donc ça, c'en est ça. Ça, c'est du choucal qui monte en graines. Il me semble. C'est un pied de choucal là-bas. Voilà, donc ça, c'est des graines de choucal qui seront prêtes dans quelques semaines, certainement. Une fois que ce sera sec. Et c'est génial. C'est génial cette approche. Vraiment génial. Tout ça, c'est des carottes. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah si, ça doit être de la roquette, ça. Ça, c'est de la roquette, ça, je crois. Je
sais pas si vous entendez les oiseaux aussi. C'est le paradis là. Oh, la magnifique coccinelle. Ah non, c'est pas une coccinelle. C'est un... J'ai oublié comment ça s'appelle ce truc. Mais c'est également un auxiliaire du jardin, il me semble. Ça permet de polliniser. Ça permet certainement de manger les pucerons. Pas beaucoup de pucerons d'ailleurs ici. C'est ça en fait, c'est ça l'intelligence de la nature, c'est que tout s'équilibre. Là où il y a un insecte qui est prédateur, il y a forcément son prédateur aussi, pour peu qu'il y ait les conditions suffisantes, les conditions favorables pour que la vie puisse trouver écho. S'il n'y a pas les conditions favorables, parce qu'on a cherché à plutôt supprimer l'insecte qui était en train de manger nos tomates par exemple, eh bien il y a peu de chances pour que le prédateur vienne. Et comme on aura pourri notre truc, parce que voilà, c'est comme les médocs, surtout quand on utilise des trucs chimiques, on va forcément se retrouver avec des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est que tu veux tuer tel truc, ok, tu l'as tué, mais tu as tué d'autres trucs aussi. Et du coup, tu dois compenser. Tu as surtout affaibli le système immunitaire de tes plantes. Donc du coup, tu dois compenser encore différemment, etc. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir un système où il y a beaucoup de biodiversité, parce que du coup, les populations de prédateurs et de proies s'équilibrent. Et on n'a pas besoin d'intervenir beaucoup. Et ça, je trouve ça plutôt puissant, vraiment très puissant comme logique, mais on n'est bien évidemment pas dans cette logique-là avec l'agriculture. L'agriculture, l'agriculture, c'est une aberration. C'est une aberration, l'agriculture aujourd'hui, en tout cas. A, ça veut dire on enlève. Gre, c'est comme graine, la nature. Culture, c'est une culture, on a enlevé toute la nature. On fait tout, en fait, de manière artificielle. Ça n'a plus rien de naturel. Ça n'a pas de sens. Comme les cultures, on va dire, les monocultures sur des hectares et des hectares. C'est dément. Ça n'a rien à voir avec la manière dont fonctionne la nature. Il suffit de regarder là. Tout est on va dire, en contact, quoi. Tout circule, tout peut bouger. Bien évidemment, les arbres bougent pas facilement, mais quand un truc se ressème, il y a une graine qui va là, une autre graine qui va là, etc. Ça crée de la biodiversité. Ça permet en fait à des insectes qui viendraient par milliers s'il n'y avait qu'une seule plante, et bien en fait de venir peut-être par centaines et d'avoir d'autres insectes qui vont venir également, qui vont les manger, et donc ça s'équilibre. Et donc on n'a pas de, il n'y a pas de maladies qui vont ravager tout un truc. Donc voilà, ça c'est c'est super bien organisé. Leurs allées là, pommes de terre. D'ailleurs, les pommes de terre, ils les laissent en terre. Ils les récoltent pas. Ils les laissent en terre. Et ils les prennent quand ils en ont besoin. Donc ça, ce sont les artichauts. Ce sont des artichauts et vous allez voir, je n'avais jamais vu de fleurs d'artichauts. Donc ça, ce sont des artichauts qui seront... Aïe, ça pique, hein, waouh, qui seront mûrs à un moment ou à un autre. Et ça, ce sont donc des artichauts avec des fleurs d'artichauts. Regardez-moi ça. Là. Tiens, ouais, là-bas, on les voit bien, là-bas, derrière. Regardez-moi ça. C'est des fleurs d'artichaut. Je ne savais même pas qu'il y avait des fleurs comme ça dessus. C'est comme les poissons, hein. Les poissons, c'est pas pané et carré, hein. Moi, j'avais juste vu des artichauts qui sont prêts à être consommés. Je savais pas que ça faisait des fleurs comme ça. C'est génial. Et ça pique, hein. Waouh. Aïe, ouh. Non, j'exagère pas, hein. Ça pique de vrai, hein. Plus que les artichauts, une fois qu'on les a récoltés. Et, ils sont où? Ils sont là, voilà. Je crois. Je vais vous montrer un type d'artichaut particulier, enfin de la famille des non, voilà, là on a des belles fleurs. Il y avait une belle abeille dessus d'ailleurs aussi. Ils ont une seule ruche ici. Ils en avaient 5, mais les abeilles sont mortes, hein. Vous savez, avec tout ce qui se passe là, je sais pas si c'est les chemtrails ou si c'est les épandages qu'ils font là, enfin les chemtrails ou si c'est les ondes ou je ne sais quoi. Mais il y a beaucoup d'abeilles qui sont mortes. Beaucoup. Ici aussi, ici au Maroc aussi. Je sais en France bien sûr, mais ici au Maroc aussi. Et hop, c'était un message. Je vais vous montrer le cousin marocain de l'artichaut, qu'on appelle le kharchouf. Ah, le voilà, c'est eux. Et comment on les reconnaît, la différence, c'est ce que m'a expliqué Guillaume tout à l'heure, c'est les épines. Voilà, ce sont les épines, vous voyez. Ils se ressemblent, hein, quasiment, hein. C'est méconnaissable. Mais la différence, c'est que le kharchouf, il a des épines, il est marocain, il n'est pas tendre. Et les artichauts, ils n'ont pas d'épines. Mais ici, ils en ont quand même sur les fleurs. Donc ils sont pas tendres non plus. Mais ça va, ils se contentent des fleurs. Alors que lui, là, c'est tout le truc plein d'épines. Pas trop touché.
Donc voilà, kharchouf. Et ma mère, à chaque fois qu'elle va au Sénégal, sa belle famille lui demande, ses belles sœurs, ils disent ramène-nous des kharchouf. Je sais pas pourquoi ça pousse pas chez eux a priori. Voilà, donc on rentre dans la serre, une serre en fait qui est, en fait c'est même pas une serre, non, c'est juste, vous voyez, c'est pas la serre encore, il y a encore la serre plus loin, mais regardez-moi ça. Donc c'est des bacs surélevés comme ça, avec, j'ai oublié comment ça s'appelle ce truc là, mais c'est un truc des Moyen-Âge, ce système là de faire des trucs comme ça. Donc il y a une géomembrane à l'intérieur pour ne pas que ça dégouline, que l'eau dégouline. Et donc il y a les bacs qui sont formés. Et donc tout ça c'est planté grâce à des graines qui viennent de là-bas, qui ont été élevées à la dure pour ensuite, lorsqu'on les plante, ça donne des rendements exceptionnels. Et donc voilà, c'est ce qu'ils font là, c'est ce qu'ils fait. Regardez-moi ça là-bas, la betterave, comment ça pousse, la blette, les épinards. Épinards, je crois, épinards. Ça, je sais même pas ce que c'est ça. Il y en a beaucoup, mais. Oula, regardez-moi cette sauterelle. Elle a l'air bien là, hein. Elle a l'air super bien. C'est pour ça qu'elle saute pas. Donc voilà, ah si, elle saute un petit peu. Il y a de la vie, quoi, il y a de la vie. Et attendez, quand je vais vous montrer le sol, quand je vais plonger ma main. Ouais, Daily Diamond, je suis content que tu adores ces balades. Et c'est bon les artichauts pour la santé. Yes, Elisabeth, carrément, je suis content de partager. Isana, yes, c'est géant. C'est pas du chardon, non, c'est pas des chardons. C'est du kharchouf. Si quelqu'un sait ce que c'est le kharchouf en français, qui nous dise. Mais je crois pas que ce soit du chardon. Le chardon, c'est plus petit, hein, et ça se mange pas forcément. Oignons. Voilà, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est on appelle ça du fenouil. Magnifique, on en a eu d'ailleurs au déjeuner. Ça c'est des épinards, je crois. En tout cas, bref, voilà. Il n'y a aucun produit chimique qui est utilisé là-dedans. Ils utilisent éventuellement un peu de consoude ou d'ortie, de purin de consoude, de purin d'ortie. Voilà, comme vous pouvez le voir. Il faisait super chaud à l'extérieur. Là, il fait beaucoup moins chaud. Donc ça permet... bon là, bien sûr, il y a de l'eau, hein, il y a de l'irrigation. Ça va être quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Peut-être des carottes aussi? Ça m'a l'air d'être semé très près. Je sais pas ce que c'est. Bref. Voilà, c'est magnifique. C'est juste beau. C'est incroyable. Et donc il y a peu d'insectes ravageurs, il y a peu de maladies. S'il y a une maladie, par exemple du mildiou ou des trucs comme ça sur les tomates que je vais vous montrer dans un instant, bah, ça se gère en fait par de l'aération. Voilà quoi, c'est génial. Là j'imagine qu'ils vont refaire d'autres... Ah non, ah oui, ça je sais ce que c'est. Ça en fait ils vont faire une fontaine. Une fontaine d'eau comme ça qui va couler avec différents bassins pour que ça crée pour le coup plus d'humidité ici et que ça puisse encourager la biodiversité. Donc ce sont des techniques aussi basiques, aussi simples que ça, qui permettent en fait à la nature de faire son job. Et on n'a pas besoin de se croire plus intelligent que la nature. L'intelligence, c'est justement de s'en remettre à ce qui est, à ce qui fonctionne, sans que moi je crois que je dois faire ci ou je dois faire ça, pas du tout. J'ai juste à observer, à écouter ce que la nature me montre, et pour le reste, c'est tout. C'est tout. Tout est déjà là. On a tout ce dont on a besoin, c'est juste qu'on croit que qu'on sait mieux. Et on ne sait pas mieux. On ne sait pas mieux. Le problème, c'est que plutôt que de reconnaître qu'on ne sait pas, on préfère croire. On préfère croire à la supériorité de l'agronomie, à la supériorité de l'industrie chimique, à nous faire croire à la supériorité, soi-disant, de la science qui est devenue du scientisme. Et en fait, la nature nous donne tout, il y a juste à observer. Et donc, avec un petit peu d'eau, voilà, donc c'est pour ça qu'ils vont faire ces cascades-là, qui vont descendre comme ça. Avec un petit peu d'eau, ils vont attirer encore plus de biodiversité, il va faire plus frais dans le coin, les plantes s'en porteront mieux, et les humains également s'en porteront mieux, parce que ce sera plus frais. Mais je vous assure, c'est le jour et la nuit, entre là où je suis en plein cagnard, et là où je rentre un petit peu. C'est dément, c'est dément. J'ai à peine parcouru, ouais, regardez. C'est un truc de fou, hein. Pourtant c'est pas couvert en haut, hein. Mais regardez juste ça. La différence, c'est tellement clair, avec les plantes et avec ce petit couvert là. Et encore là, c'est pas vraiment super couvert, mais c'est juste les plantes en fait. Ça crée un microclimat quoi. Et donc voilà.
Euh, Qu'est-ce qu'on nous a fait croire comme bêtise pendant tant d'années, pendant des décennies et des décennies, qu'il fallait absolument avoir des mototracteurs. Il n'y a pas une seule machine ici qui permet de récolter ou de travailler le sol ou quoi. Il y a une machine qui a été fabriquée par les mains de Guillaume, et c'est un broyeur en fait à, à bois, en fait, pour faire ce qu'on appelle du BRF, du bois raméal fragmenté, qu'il a fabriqué en fait lui-même. Et, euh, et donc il a fait cette machine-là pour en fait faire du BRF, quoi, pour pouvoir, comme on a de la paille là pour mulcher, pour faire ça, pour régénérer les sols, etc. Donc c'est la seule machine en fait qui a là, avec les pompes bien sûr pour pomper l'eau, mais il n'y a pas de machine du style motoculteur et je ne sais quoi d'autre. Oula, la magnifique sauterelle. Il n'y a pas de machine de ce type-là pour récolter ou pour semer ou pour labourer. Les sols ne sont bien évidemment pas labourés et on nous a fait croire tout plein de bêtises. Il y en a un paquet des sauterelles, hein. Et elles ont l'air super heureuses. Elle grignote un petit peu de trucs à droite à gauche. Ça se voit là, elle était en train de bien manger, elle. Monsieur, il a l'air bien gros, lui. Je sais pas si c'est un criquet ou une sauterelle d'ailleurs. Et ils ont pas mal du coup de techniques qui permettent de s'assurer qu'il n'y aura pas d'attaque d'insectes, qu'il n'y aura pas de maladies qui vont se propager, mais on fait quand même confiance à la nature. S'il y a une maladie, s'il y a une plante qui doit être sacrifiée, entre guillemets, ben, qu'elle le soit. C'est comme moi, chez moi, j'avais des plants de moutarde. Il y en avait un, il était infesté de pucerons. Donc je l'ai laissé. J'ai laissé, puis à un moment, je l'ai coupé. Et les pucerons, bah, ils se sont fait à un moment ou à un autre manger ou pas, mais ils ont été sur ce plan. Je dis, ok, très bien, on le sacrifie celui-là. Tu me dis, Steph, le mildiou se gère par aération. Peux-tu nous expliquer ici dans le nord, l'année dernière, j'ai perdu tous mes plants de tomates à cause du mildiou. Alors, je t'avoue que euh, je ne sais pas, en fait, Steph. Ce que je sais, c'est que s'il y a du mildiou, tu peux mettre bien évidemment du purin de consoude, purin d'ortie, ce qui va permettre de limiter la propagation, mais surtout l'aération, parce que le mildiou est dû à l'humidité, en fait, à l'excès d'humidité. Donc, je ne saurais pas te dire plus que ça parce que je n'en ai pas fait moi-même l'expérience de gérer le mildiou grâce à l'aération, mais je sais par exemple que sur mes plants de, de courge de je ne sais quoi là qui était en train de pousser, j'ai perdu un paquet des feuilles parce que j'arrosais sur les feuilles. Donc ce que tu peux commencer par faire, quoique les tomates sont ça ne les dérange pas qu'on arrose sur les feuilles, mais peut-être qu'il vaut mieux arroser à la pomme au pied, tu vois. C'est-à-dire pas arroser comme ça en jet sur les trucs, mais peut-être arroser au pied et puis mulcher surtout. Ça aidera peut-être déjà. Après, je sais également que pour les tomates, c'est pas forcément que le mildiou, ça peut être une combinaison d'autres trucs qui auront affaibli leur système immunitaire et qui fait que du coup, bah, le mildiou est ce qui apparaît, mais il doit y avoir peut-être quelque chose aussi au niveau des racines, tu vois. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de t'assurer que ton sol est assez vivant avant de planter tes tomates. Parce que quand tu as un sol vivant avec tu vois, des mycorhizes qui se forment, etc., les champignons, pour continuer à vivre, ils vont renforcer le système immunitaire de la plante et ensuite ça crée en fait des réseaux micellaires où les plantes communiquent entre elles. Tu peux avoir par exemple tu vois, elles s'apportent en fait les nutriments dont elles ont besoin et elles se renforcent en fait pour pouvoir résister justement aux différentes maladies. Donc je serais tenté de te dire à ce stade, et comme je te dis, je suis pas euh, c'est juste une théorie hein, de ma part, c'est pas une expérience, mais je serais tenté de te dire protège ton sol, fais attention à ton sol, euh, assure-toi qu'il est bien vivant, que tu as des vers de terre, que t'as un paillage dessus, tu vois, tu as un mulchage dessus. Et peut-être tu auras moins et n'arrose pas sur les feuilles et puis tu auras certainement moins de mildiou déjà pour commencer. Ensuite, l'aération, ouais, c'est sûr que c'est important dans une serre parce que dans une serre, lorsque tu commences à avoir beaucoup d'humidité, c'est comme ça que peuvent se développer toutes sortes de champignons dont on veut pas. Il me semble que le mildiou ça doit être une sorte de champignon. Euh, ouais. Voilà ce que j'en dis, voilà ce que j'en pense plutôt. Tricia, tu mélanges les tomates avec le basilic, la menthe, les fraises, les salades, les oignons, l'ail, pas de maladie. Ouais, plus il y a de diversité, plus ça marche, de toute évidence. Les tomates, il y a un truc tout simple aussi, c'est le persil. Le persil, ça éloigne directement un paquet de trucs, hein, un gros bourdon.
Le persil, ça éloigne un paquet d'insectes qui voudraient, les pucerons par exemple, qui voudraient attaquer les tomates ou ce genre de trucs. Ah oui, ce que m'expliquait tout à l'heure Guillaume, c'est que pour l'araignée rouge qui attaque les tomates, il y a un truc tout con qu'on a ici au Maroc, ça s'appelle le qtran. C'est un goudron en fait de pin ou de voilà quoi, de sapin ou d'un truc comme ça. Bref, un goudron à base de résine de pin qu'on utilise généralement sur les pots en terre cuite pour éloigner notamment les serpents, notamment dans les jarres en terre cuite, pour pas que les serpents y viennent. Ce qu'il m'expliquait tout à l'heure là, pour pas que le serpent rentre à l'intérieur et que toi tu bois et puis tu te bois un serpent. Donc c'est comme ça que ça a commencé, je pense, et puis ça donne un certain goût. Et donc l'araignée rouge n'aime pas l'odeur de ce goudron là, et donc elles viennent plus. Voilà. Il met un morceau de carton avec du goudron trempé dans du goudron, il met le morceau de carton qu'il encarte comme ça au pied du plan, et ça les protège de ça. Yes. De rien, Steph. Alright, on continue. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait frais là. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Puis regardez-moi cette abondance, cette abondance. Et là, du coup, quand il va retirer ces trucs, là, je crois que c'est des salades là qu'il doit être déjà en train de mettre. Je pense, hein, ça ressemble à des salades, ça. Voilà, pour que ça tourne, quoi. Puis voilà, un plant de tomate là qui va repartir. Donc, voilà, voilà. Ça, c'est quoi, ça? Tiens, je suis intrigué. C'est pas un persil, ça? Non. C'est peut-être du... je sais pas ce que c'est. Très intéressant. Et voilà, rechaleur. Contre les pucerons, tu pulvérises un mélange de vinaigre de pomme que tu fais avec de l'eau. C'est très efficace, ouais, Tricia, carrément. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est de la roquette, il me semble. Ouais, ouais, c'est de la roquette. Et donc ça, c'est vigne, hein. Et puis ils mettent les CD là pour éloigner les oiseaux. Voilà. Ça fait un peu peur aux oiseaux. Donc ils s'en vont. Mais on en entend des oiseaux, hein. Je sais pas si ça s'entend à travers le micro, mais il y en a un paquet. Donc là, on arrive dans la serre, passant devant les magnifiques plants de courgettes. Regardez-moi ça. Voilà. Et Guillaume m'expliquait que les fourmis permettent de fertiliser les courgettes aussi. Quand il n'y a pas d'abeilles, ben, c'est les fourmis qui se chargent du boulot. Voilà, chez moi, j'avais un... C'est du céleri. Merci Christelle. Merci, c'est ça. Chez moi, là, j'avais que des fleurs, enfin, j'avais des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les fleurs femelles tombaient, les fruits qui étaient à la racine pourrissaient et tombaient. Et en fait, j'ai appris, parce que j'apprends, hein, je suis en plein apprentissage, j'ai appris donc que les trucs n'avaient pas été pollinisés. Et donc, bah, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait à la main. C'est quoi ça? C'est une aubergine? Je sais pas ce que c'est. On aurait pu dire que c'était un fruit de la passion, mais non, non, ça n'en est pas. Je crois que c'est une aubergine. Ah oui, c'est une aubergine complètement. Et voilà les autres. Ah, mignonne. Toute petite, toute mignonne. Superbe. Et donc, je l'ai pollinisée moi-même. J'ai coupé la... Ah, celle-là, elle est plus grosse là déjà. Superbe. Donc, j'ai coupé la fleur mâle. J'ai pris la fleur mâle et je lui ai enlevé les pétales là. Il restait que le pistil, je crois, avec l'étamine ou les étamines, peu importe. J'ai pris le truc et j'ai touché le pistil truc femelle, le truc femelle, bref. Et donc je l'ai laissé à l'intérieur. Elle s'est refermée. Elle s'est refermée le lendemain matin, ça veut dire qu'elle a été fécondée. Mais là, je ne l'ai pas encore vue parce que ça fait 2 semaines presque que je suis là. Donc je ne sais pas ce que ça a donné. Mais là, pour le coup, comme il y a quand même beaucoup de biodiversité, ça se féconde plutôt bien, je pense. Donc voilà, ça c'est une fleur mâle parce qu'il n'y a pas de fruits à la base. Et ça, c'est une fleur, je ne sais pas, je pense que c'est une jeune fleur femelle là qui est en train de pousser. Mais en tout cas, ça c'est une fleur mâle parce qu'il n'y a pas de fruits à la base. Et j'essaie de voir une fleur femelle qui n'a pas encore été fécondée. En fait, ça va tellement vite ici, on dirait qu'il n'y a pas de fleurs femelles pas fécondées. Elles sont toutes fécondées, donc il y a un légume à la base. Voilà. Un fruit, en fait, c'est un fruit. En fait. Dès lors que ça vient d'une fleur, c'est considéré comme un fruit. On appelle ça les légumes du soleil, la courgette, la tomate, le melon d'ailleurs, on appelle ça également, et le poivron. Mais ce sont des fruits en fait. Donc voilà, ça c'est une fleur femelle parce qu'il y a un fruit à la base. Et puis toutes celles où il n'y a pas de fruits, ben,
ce sont des fleurs mâles. Donc les fourmis permettent a priori également de polliniser les courgettes, les courges. Waouh! Très intéressante celle-ci. Elle a une forme assez particulière. Très grosse à la base et puis évasée à la fin. Alright, on continue. Donc là on rentre dans la serre. Encore des magnifiques. Ah bah je préfère ça, c'est moins piquant là. Ah, c'est beau, hein? Elles sont super douces. On dirait des trucs un peu artificiels comme les jeux là. Les jeux un petit peu, tu vois, un peu comme ça. Hyper intéressant. C'est vraiment génial. Mais pas dès qu'on approche des piquants. Ouais, magnifique jardin, ouais. Ouais, c'est ça, ça fait le travail de la veille quand on féconde la fleur. Le jardinier doit être amoureux de son jardin, c'est le petit secret de Tricia. Bah ouais, et ouais, carrément. Monde de Wisa, t'es accro aux fleurs de courgettes. Ouais, j'en ai mangé, c'était un peu amer, je l'ai mangé cru. J'ai mangé une fleur mâle là, qui était un petit peu crue. Et voilà, on est dans la serre. Comme vous pouvez le voir, l'atmosphère change, il fait plus dense, les plants de tomates montent jusqu'au plafond, certains. Et puis là, il fait chaud, hein. Il fait chaud et humide. Et donc, ce que m'expliquait Guillaume, c'est que dans une serre, ce qui est important, donc une serre qu'ils ont fabriquée tout par eux-mêmes, hein. Ils ont acheté du plexiglas, là, je crois, ça. Et puis ils ont fabriqué le métal, ils ont soudé, ils ont acheté le métal, ils ont soudé, ils ont pris du verre qu'ils ont monté, etc. Et donc, ce que m'expliquait Guillaume, que dans une serre, ce qui est important, c'est l'aération. Donc là, on peut le voir. Il y a également une aération tout ici en haut. Il y a une aération bien sûr sur les côtés, devant, mais également là en haut. Et c'est très important. Et là, la serre qu'on a au jardin de la santé, elle n'est pas assez aérée. Donc il y a beaucoup de trucs qui s'assèchent, qui meurent. C'est même pas une serre d'ailleurs, c'est plus une pépinière, c'est plus une nurserie, mais avec un plafond en plastique en fait, plastique de serre, mais c'est pas approprié. Il faut plus d'aération. Donc voilà, c'est ça le truc dont je vous parlais, le carton qui se met à la base du plan avec donc du goudron, c'est du goudron de pain je pense. Voilà, et donc ça se met à la racine comme ça, là, à la base plutôt, et ça permet donc de chasser l'araignée rouge par exemple, qui n'aime pas du tout l'odeur. C'est plutôt génial, c'est simple, ça coûte rien, il suffit de le savoir. Voilà, plein de magnifiques persils. Donc le persil aussi, ça éloigne pas mal d'insectes qui ne sont pas très collaboratifs. Oh, ça je crois que ça doit être un concombre ça. Ça doit être des concombres ça. Je crois que c'était une courge là, oui, mais non, c'est du concombre. Voilà, encore une fois, plein de magnifiques courgettes. On peut voir là, comme elles sont grandes. Donc voilà, là il y a peut-être des débuts de mildiou, ou en tout cas d'un champignon comme ça qui attaque les feuilles. Quoique non, non, non. Ah non, ça c'est le. Non, non, ça c'est le feuillage qui est comme ça. Ah bah voilà. C'est juste le feuillage qui est comme ça. Non, il n'y a pas de mildiou pour l'instant. Tout va bien. Tout va super bien. Que c'est beau. Je sais pas pour vous, mais moi je peux passer mes journées dans ce genre d'environnement. C'est juste la vie, quoi. C'est juste ce dont est fait ce corps, en fait. Ce corps vient de ça. Ce corps vient de tous ces aliments qu'on mange. D'ailleurs, ce qu'on a mangé à midi, là, c'était tout du jardin. Et absolument génial, à part les dattes. Il n'y avait que les dattes, je pense, qui ne venaient pas du jardin, parce que j'ai pas vu de palmier dattier. Sinon, tout le reste, ça venait tout du jardin. C'est impressionnant. Ah, tiens, petit concombre, là. Donc, pour l'instant, c'est un cornichon. Là, si je le cueille là tout de suite, là, c'est un cornichon. Si je le laisse grandir, ça devient un concombre. Voilà. Là, c'est un concombre. Il va encore un peu grandir, mais là, pour l'instant, c'est un petit cornichon. Il suffit de le cueillir, là. Cornichon. C'est génial. Le vinaigre. Le vinaigre, c'est un truc important. Je vais vous montrer les poules, là, tout à l'heure. Je crois que cette vidéo, elle va faire 2 heures. Je veux pas. Parce qu'il y a l'atelier, ensuite, intégrité.
Merde, je crois que c'est en retard. Hein. Christelle qui écoute la vidéo, sache que l'atelier intégrité est décalé. Il était déjà décalé d'1 heure, c'était censé être à 19 h, puis je l'ai décalé à 20 h, mais c'est encore décalé. Hein. Tu informeras s'il te plaît Jenny et Marie-Christine. Et il y a qui d'autre qui s'est inscrit pour l'instant euh, Qui d'autre qui s'est inscrit? Ah, Marie. Marie. Marie, Marie. L'autre Marie. Si tu veux bien informer tout ce petit monde, parce que du coup l'atelier est en retard. Mais voilà. Ça vaut quand même le détour, donc je me permets de faire le tour. Donc voilà, ciao la serre, ciao les tomates, regardez-moi ce magnifique tournesol là qui aimerait ne pas s'arrêter en si bon chemin pour continuer à aller vers le soleil, mais là je crois qu'il a rencontré un plafond de verre, en tout cas de plexiglas. Comment je fais pour sortir moi? Bonne question, je crois que ça... Hop, on va voir ça là. Ah, ingénieux. Ah, j'espère que je casse rien là. Ah, ça m'a l'air soudé quand même ça. Non merde, j'ai cassé. Je crois que j'ai cassé. Mais je crois aussi que j'ai ouvert. Ah, je crois qu'il venait de souder ça pour condamner le truc. Ah merde, ça s'était arrêté. Bon. En fait, c'était condamné. Ça venait d'être soudé. Et donc j'ai ouvert le truc. Et j'ai décondamné. Mais tout à l'heure, ça n'était pas condamné encore. Je crois que le soudeur est passé par là. Donc là, c'est la petite pépinière là, où on voit tout plein d'arbres et de plantes qui sont en attente d'être installés à leur place définitive. Donc ça, c'est le magnifique moringa, un arbre miracle dans lequel tout est nourrissant, absolument tout, des racines aux feuilles. Et Guillaume m'a parlé d'un autre arbre là tout à l'heure, le voici. J'ai oublié son nom, mais c'est également un arbre extrêmement utile, extrêmement bénéfique pour les autres. J'ai oublié son nom. Ça commence par un T, je crois. Et donc ça aussi, c'est des arbres qui sont très spéciaux. Voilà. Ça, c'est une plante qui s'appelle en arabe l'khenzia. La khenzia, ça veut dire l'odeur la mauvaise odeur. Celle qui donne la mauvaise odeur, quoi, le truc de mauvaise odeur. Et il paraît que quand, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais il paraît que quand tu te places ça sur la tête, si tu as des maux de tête, et ben ça permet de les faire passer. Notamment si ça a été un petit peu écrasé comme ça pour que le principe actif puisse sortir, et bien ça permet de faire passer les maux de tête. Voilà. Les Marocains en tout cas s'en servent comme ça. Et puis l'ancienne serre, la première serre qui est devenue donc une pépinière où il y a des tomates qui ont été plantées là à la base c'était une serre. Magnifique tomate, je crois ananas ça, hein, une tomate cœur de bœuf, je sais pas. Et donc les plants. Et ça c'est très intéressant parce que là au jardin de la santé, la manière dont ça a été fait, c'est qu'il y a des bacs plutôt il y a des plans de travail en béton, en ciment, qui ont été construits, mais c'est arrosé par le dessus, et en fait l'eau dégouline. Et c'est pas du tout la bonne manière de faire. La bonne manière de faire, c'est comme celle-ci, c'est d'avoir en fait des bacs qui retiennent l'eau, et en fait d'arroser dans le bac, afin que par infiltration là, au niveau du trou là qu'il y a dans les petits godets comme ça en plastoc, ça puisse remonter par capillarité. Et c'est comme ça la bonne manière de faire. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles les plantes meurent dans la pépinière actuellement au jardin de la santé. Donc voilà, on apprend plein de trucs, et c'est ça finalement l'enjeu, c'est d'apprendre. Ça aussi c'est ultra ingénieux pour noter le nom des trucs, coquelicots, pour noter le nom des différentes plantes, différentes cultures. Voilà, avec la date là par exemple. Ça c'est génial. C'est absolument génial. Hyper organisé Guillaume et Béatrice. Et voilà quoi, les résultats sont au rendez-vous. Donc c'est extrêmement inspirant. Tiens, du basilic, magnifique. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Magnifique. Voilà. Allez, on continue. On va voir les... Ah bah tiens, je vous montre le compost d'abord. Donc le compost, ils le font passer par 7 étapes. Donc le compost arrive par là, avec donc les déchets végétaux, les excréments des poules, des canards et des
et des ânesses, de l'âne plutôt et de l'ânesse, donc des ânes, du couple d'ânes. Et donc ça arrive là et c'est posé là, avec donc les différents déchets végétaux également qui sont coupés et qui sont rajoutés là. Puis ensuite c'est basculé là, bam. Puis ensuite de là, donc c'est retourné, c'est basculé, c'est aéré, il y a de l'eau, hein, il y a un système d'irrigation là pour que ça fasse de l'eau. Il nous a montré ça tout à l'heure, Guillaume, c'est hyper efficace. Bon bref, je crois que ça doit être là. Ça m'avait vraiment épaté, parce que c'est extrêmement simple. Alors, bref, peu importe. Le principe est celui-là, c'est qu'il y a de l'eau du coup qui descend et donc ça va humidifier l'ensemble. Ensuite c'est retourné, c'est aéré pour que justement ça ne fermente pas, que ça puisse se décomposer avec de l'oxygène, parce que s'il n'y a pas d'oxygène, si c'est juste assez, ça va faire une fermentation anaérobie qui va donc pourrir en fait tout simplement. Et donc là c'est remué, c'est ramené là, puis ensuite de là c'est à nouveau ramené là, puis de là c'est ramené là. Voilà, on voit que ça commence à faire un petit peu du terreau, et puis ça continue son chemin, et ça arrive là, et là on voit que c'est quasiment décomposé, jusqu'au moment où ben, c'est bon, ça finit par se décomposer, c'est extrêmement humifère, il y a, vraiment c'est humide, sans l'humus, et puis là il est prêt, on peut l'utiliser. Voilà, donc ils maintiennent ça avec des bottes de paille pour que l'humidité reste constante, pour pas que l'humidité s'échappe, et puis voilà quoi, c'est comme ça qu'ils font leur compost. Et on était en train de discuter un petit peu avec... tiens, je vous les montre maintenant vu qu'ils sont là. Ça s'appelle j'ai oublié, des pois d'Inde, je crois. Et ça permet, je vais vous montrer les plantes tout à l'heure que ça fait. C'est génial. Et ça fait comme ça monte en fait. Ça permet de monter, de faire une palissade par exemple. Et oui, et ça, l'effet que ça fait, ce genre de truc, c'est exceptionnel en termes de microclimat, quoi. Il peut y avoir un soleil de plomb dehors, et puis là, tranquille. C'est génial. Vraiment exceptionnel. À très peu de frais, quoi, c'est juste immense l'effet que ça fait. Hein. Et on peut vraiment je veux dire, il y a la luminosité qui passe, mais la chaleur est juste bloquée, quoi. La chaleur qui parfois peut être extrêmement handicapante dans ces coins-là. Et donc avec ça, on peut faire des palissades qui sont non seulement belles, mais qui donnent des pois qu'on peut manger cru d'ailleurs. J'ai vu, et surtout ça permet en fait de cacher, ça pousse très rapidement, donc ça permet de cacher, de briser le vent par exemple, etc. Ça c'est du coton, me disait Guillaume tout à l'heure, c'est du coton qui est en train de pousser, vous voyez, génial, hein, génial, un cotonnier, incroyable, magnifique. Donc voilà, en bas il y a encore plein de cultures, etc. Ça se finit pas. Et ils font ça en fait sur 3 hectares. Ils ont 3 hectares de terre. Allez, on continue, je vous emmène voir les ânes. Non mon gars, tranquille, gentil, copain. Donc voilà, on est arrivé là d'en haut, comme si vous vous souvenez, je vous ai montré le château d'eau. Et puis... hop, dans l'autre sens. Donc ils ont leur enclos. Hop. Ils ont leur petit caca, tout ce qu'il faut. Ils ont leur manger. Ah, t'es lâché. Non, t'es pas lâché. Ça c'est Charlotte. Salut Charlotte, n'aie pas peur. Salut ma belle. Ouais. Et lui c'est Charlie. Et Charlie, il aime beaucoup les câlins, d'après ce que j'ai compris. Et surtout, il aime beaucoup taquiner Charlotte. Du coup, il est attaché, parce que sinon, il n'arrête pas de l'embêter. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est attaché. Eh mon gars, t'es gentil. Ouais. Et puis t'as beaucoup de phéromones, hein. T'as beaucoup de testostérone plutôt. Hein, ça se sent. Et donc voilà, il embête Charlotte, du coup il est attaché pour lui laisser un peu de répit. Et donc voilà, ils ont des bons radis, ils ont voilà, des bonnes choses à manger, des bons choux raves là. Donc ils sont vraiment Royal Vagram, quoi, c'est grand luxe. Et mince, ah non, c'est fermé. Ah. Non, ça va, c'est pas fermé. Voilà, c'est bon. Donc ça, voilà, c'est les fameuses gousses de faux mimosa. Encore une fois, il y en a partout et tant mieux, hein, c'est super important ces arbres. Donc c'est des gousses comme ça, et puis à l'intérieur,
À l'intérieur, il y a les graines. D'ailleurs, tiens, je vais en prendre un petit peu parce que je voudrais bien en replanter. J'ai déjà fait pousser quelques plants, mais j'aimerais bien en faire repousser encore. Voilà. Ciao! Ciao Charlotte! Qu'est-ce que t'as à l'œil? T'as du pull là? Oh là là! J'avais pas remarqué ça tout à l'heure, je suis pas sûr qu'il ait remarqué Guillaume non plus. Elle a du pu. Bon, je vais lui dire. Ciao! Donc là, on arrive dans l'antre des volailles. Des volailles, c'est comme ça qu'on les appelle? Je sais pas. Là-bas, c'est un coq hein, qui fait son coq, perché le plus haut possible, avec des poulettes. Petites poulettes. Et là, ça, c'est un truc impressionnant. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Est-ce que c'est des trucs pour se faire cirer les chaussures, à votre avis? On vient, il y a le cireur là qui est assis là, et puis on met notre pied, et puis ça nous cire les chaussures. Ou est-ce que c'est un truc un peu plus utile pour des coqs et des poules, là, avec des fleurs de mimosa? Eh ben ouais, c'est leur mangeoire, regardez. Schlar! C'est incroyable! Les poules, ou les coqs, ou les canards, ou les je ne sais quoi, ils viennent, ils se mettent là-dessus, et le truc s'ouvre. C'est génial! En fait, c'est pour pas que les oiseaux viennent manger leurs graines. Et donc, c'est ça le système hyper ingénieux que Guillaume a trouvé sur YouTube, il m'a dit, mais qu'il a mis au point du coup pour... Et donc, il leur a montré la première fois, il a mis l'une d'entre eux sur le truc, puis les autres, ils ont vu et ils ont recopié, ils ont répété. Astucieux, hein? C'est génial. Voilà. Et donc là, je sais pas quel arbre c'était, mais il y a des avocatiers là qui essayent de pousser, tant bien que mal. Voilà, comme là-bas. Hey les canards! Salut les cocos! Je peux danser avec vous? Voilà, ça c'est un avocatier qui essaye de pousser tant bien que mal. Et puis là, on a les magnifiques cabanes. Salut, salut! Bonjour à vous, messieurs, mesdames. Donc ça c'est la cabane des canards. Tiens, il y a une poule qui est perdue. Qu'est-ce qu'il fait avec les canards? Je me suis demandé tout à l'heure pourquoi ils se mélangeaient pas, mais là j'ai ma réponse, ils peuvent se mélanger. Une poule qui se prend pour un canard, voilà. Oh c'est génial. Je sais pas si vous la voyez, la poule au fond là-bas. Donc tout ça c'est de la fiente de canard. Très utile. Excellent compost. Et donc ça c'est la cabane des poules. Et donc chacun chez soi en principe. Sauf lorsqu'ils décident de se fréquenter. Salut, salut! Ah, c'est marrant. Tout à l'heure il y avait 2 œufs ici. Et je crois qu'ils ont dû être récupérés. Il y avait 2 œufs qui étaient en train d'être pondus. Et là-bas, je sais pas si elle a ses œufs. Et donc, ce qu'ils font, regardez, c'est hyper astucieux. C'est que tous les matins, ils tirent ça. Ils récupèrent la fiente avec la paille. Et ils s'en servent dans le compost. Voilà. Et ensuite, ils nettoient au vinaigre blanc, pour qu'il n'y ait pas de bactéries qui se développent. Et ensuite, ben, ils remettent de la paille. Et voilà. Chaque jour. Chaque jour ou tous les 2 jours. Voilà, donc c'est de l'entretien, c'est sûr, mais en même temps, tout est intégré, tout est en synergie. Et ça a été fait avec les roseaux du terrain également. C'est les roseaux sur place, quoi, qui sont disponibles sur place. Donc là, c'est les pondoirs, je sais pas comment il avait dit tout à l'heure, Guillaume. Donc c'est là que les poules font leurs œufs. Et donc ils ont été récupérer les œufs, c'est sûr, ouais, parce qu'il y en avait 2 ici aussi. Et voilà. Tout ce petit monde vit sa vie. Ah tiens, il y a un canard aussi invité ici. C'est marrant, ils ont envoyé une poule là-bas, ils ont ramené un canard ici. Un canard colvert d'ailleurs. Hey, salut le dindon! T'aimes les farces toi, hein? T'as vu, il me fait des blagues. Oh là là là! Je vous l'avais dit, oh là là! Je l'avais dit que c'était pas une théorie du complot. Oh là là! Hey! Pas l'air content quand même, hein? Allez, montre-nous comment tu sautes sur le truc pour manger. Il y a 8 coqs. Et il paraît qu'ils embêtent beaucoup les poules aussi.
Il y a des pintades aussi. Donc les coqs, ils montent tout en haut. Ils aiment bien eux être perchés en haut là-bas. Juste là. Et ils laissent les poules en bas. Et eux, ils sont tout en haut. Les coquins. Un peu à l'image de nos sociétés. Hein. Alright. Et puis là, on va vers la mare au canard. Et je vais vous montrer le fameux pois, la dinde, dont je vous parlais tout à l'heure, là. Dont je vous ai montré la graine. C'est ça. C'est ce truc-là. Voilà. Ça, c'est du persil. Mais c'est ça, là. Ça donne ces trucs-là, ces gousses, qui vont donner des gros pois dedans, comme les pois que je vous ai montrés. Hein. Mais qui peuvent être mangés comme ça cru. J'en ai mangé une tout à l'heure. C'est très bon. Et surtout, ça donne... donc, c'était ces pois-là, que je vous montrais, là, tout à l'heure. Pois d'Inde, je crois que ça s'appelle. Et ça donne ces magnifiques feuillages, là, comme ça, qui montent et puis qui s'enroulent autour de trucs, comme ça, qui grimpent, avec ces fleurs magnifiques, avec ces fruits. D'ailleurs, je vais m'en refaire un, hein, pourquoi pas. Voilà. Et puis l'idée, en fait, c'est que ça recouvre toute cette structure-là, qui était l'ancienne structure de la serre, en fait. La première serre qu'ils avaient faite. Et donc ils l'ont enlevé, ils ont plutôt fait une mare aux canards là, où les canards peuvent venir faire une petite baignade. Donc ça va être tout recouvert de ce pois là, qui s'enroule là où il peut. Ça pousse super vite, il paraît, une vingtaine de centimètres par jour. Palmier. Ciao. Il faut vraiment que je me remette à mon cours de communication animale avec Mathilda Rossignol. Donc là, je vous emmène vers le dernier ouvrage de Guillaume, qui est ce barrage. C'est littéralement un barrage qui a vocation en fait à empêcher l'eau de partir. Parce qu'en fait, ici c'est un ancien lit de Oued. On peut le voir là. Un lit de Oued, c'est une rivière en fait. En fait, c'est un lit de rivière, sauf que les rivières sont souvent asséchées ici au Maroc. Et donc, une fois par an, typiquement, quand il pleut beaucoup, hein, le Oued reprend son lit. Et il a été détourné. Donc en principe, ça ne devrait pas revenir, vu qu'il y a des constructions, il y a des trucs maintenant. Mais on peut voir qu'il y a ce flanc, là, c'est ce flanc là de cette colline qui descend comme ça. On peut voir là également, il y a ce flanc qui descend. Donc, s'il pleut beaucoup, il y a toutes les chances pour qu'il y ait plein d'eau et que le Oued reprenne à partir de là. Il ne pourra pas reprendre depuis en haut parce qu'il y a une voisine, c'est ça en fait. Une voisine qui a détourné le lit, qui a mis un grand mur, donc ça ne devrait pas pouvoir. Par contre, ici, s'il pleut, il y a toutes les chances pour que l'eau puisse s'accumuler avec un truc qui permette de déborder. Mais donc, s'il réussit à remplir ce bassin, à remplir l'autre bassin là-bas, et les autres, parce qu'il y en a 3 ou 4 comme ça, ou même 4 ou 5, je crois. 1, 2, 3, 4 c'est sûr, donc peut-être même 5. Et donc, s'il réussit à remplir tout ça, ils ont de quoi couvrir leurs besoins en eau pour toute l'année, en fait, pour au moins 10 mois. Donc, c'est remarquable. Et donc là, les arbres qu'il y a là, si jamais si jamais il y a de l'eau qui monte, ce que m'expliquait Guillaume, c'est que ce qu'il a prévu, c'est que très rapidement, assez rapidement, il puisse en fait pomper l'eau, c'est prévu, il puisse pomper l'eau pour la faire remonter jusqu'en haut, pour pouvoir en fait aller irriguer sur là où je vous avais montré. Vous voyez les terrasses là, en accotement comme ça, qui ont été faites avec des plantes qui ne sont pas du tout arrosées, les arbres qui ne sont pas arrosés, et bien d'aller en fait noyer là-bas en fait, d'aller remplir là-bas. Et c'est là le génie en fait, je dirais, de la conception d'un environnement où on utilise la configuration naturelle de l'espace pour pouvoir optimiser en fait les ressources qu'on a, plutôt que de vouloir utiliser des trucs chimiques, utiliser des trucs violents.
des trucs qui ne respectent pas, non seulement qui ne respectent pas, mais qui n'utilisent pas surtout, qui n'exploitent pas dans un sens, on va dire, intelligent, qui n'exploitent pas intelligemment les ressources infinies de la nature. Ce qui est fini, c'est ce qu'on peut tirer artificiellement d'un environnement. Ça, c'est fini. Artificiellement, on va planter des trucs sur une terre qui n'est pas fertile du tout, mais on va mettre énormément d'engrais, puis on va utiliser des grosses machines, retourner la terre dans tous les sens, la bêcher, la fracasser, etc., puis mettre plein d'engrais. Oui, ça va faire pousser les plantes. Mais on va le faire la première année, la deuxième année, la troisième année. Les plantes n'ayant pas de substrat vivant ne vont pas pouvoir développer de mycorhizes, on va donc pouvoir développer une véritable, on va dire, capacité à se défendre par elles-mêmes, parce qu'elles seront seules, nourries artificiellement par des engrais, mais pas dans un sol vivant. Et donc, au bout de 3, 4, 5 ans, comme les rendements vont baisser, il va falloir mettre encore plus d'engrais. Comme la terre aura été complètement laminée, il va falloir, il y aura plus d'immunité pour les plantes, donc il va falloir ajouter des insecticides, il va falloir ajouter plein de trucs, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une exploitation idiote de la nature. Alors que si on exploite intelligemment les ressources de la nature, on utilise les propriétés naturelles de l'environnement dans lequel on est, afin d'optimiser non seulement les rendements qu'on peut en retirer, tout en respectant bien évidemment la biodiversité, mais en plus on optimise l'effort qu'on a à foutre dedans. Parce que utiliser des tracteurs et des énergies fossiles et tout plein de trucs qui n'ont rien de, on va dire, de naturel pour le coup, bon après, la technologie, moi j'ai rien contre la technologie, mais c'est l'excès d'artifice en fait qui rend les efforts, notamment agricoles, complètement déments et inefficace à l'image de l'énergie qui est investie. C'est juste ridicule. Et j'espère qu'un agriculteur qui fonctionne encore sur ce mode-là verra cette vidéo ou d'autres et prendra conscience que si on utilise les ressources de la nature en comprenant l'intelligence infinie qui se cache derrière et qu'on est suffisamment ingénieux pour être capable d'orienter les choses qui se font de toute façon naturellement pour pouvoir les orienter d'une manière qui nous serve à nous, parce qu'on veut produire ci ou on veut produire ça. Et en fait, non seulement on va bosser moins, on va produire plus et on va moins tout foutre en l'air, quoi. Donc, ce qui me concerne, c'est juste tellement évident que je trouve ça dément que les gars qui font de l'agriculture intensive à coups d'engrais et de pesticides et de graines Terminator de chez Monsanto ou autre ne réalisent pas ça, quoi. Il y a les vers de terre qui peuvent travailler pour nous, il y a les abeilles qui peuvent travailler pour nous, il y a toutes les plantes qui peuvent travailler pour nous, il y a la configuration du terrain qui peut travailler pour nous, il y a tout qui peut travailler pour nous pour peu que nous respections l'environnement dans lequel on est, dans notre intérêt. Pas pour dire j'aime la nature, c'est beau la nature, faut pas la toucher, laissons-la immaculée, c'est stupide aussi, parce que la nature à l'extérieur est notre nature à l'intérieur. Donc si on est capable de comprendre comment fonctionne la nature, on commence à comprendre qui nous sommes. Donc c'est pour ça que il est plus que temps de réaliser qu'avec très peu de moyens, mais surtout beaucoup d'ingéniosité, on est capable de faire des trucs géniaux. Donc voilà, c'est déjà prêt pour que dès lors que ça commence à se remplir, eh bien, ça va être un petit peu inondé, les arbres vont un petit peu être... ça va devenir un truc un peu tropical pendant quelques jours après ça. Peut-être avec... Voilà, ils ont bien paillé, bien mulché plutôt, au pied, etc. pour que ça puisse se décomposer s'il y a beaucoup d'eau, etc. De toute façon, pour que ça maintienne l'humidité. Mais justement, voilà, c'est tout plein de trucs qui vont pouvoir créer un environnement un peu vaseux, pouvoir créer un truc qui va vraiment se décomposer, qui va commencer à créer une forme de microcosme, pas cosme, mais de micro-environnement, quoi, très différent. Et donc peut-être créer un autre truc un peu plus tropical ici, me disait Guillaume. Mais surtout, l'eau va être remontée et puis directement mise là-bas dans les terrassements pour que l'eau puisse pénétrer dans le sol. Et là, voilà. Donc là, ici, ils ont prévu de faire un restaurant. Je ne sais pas si je peux passer comme ça, peut-être. Ouais. Ils ont prévu de faire un restaurant ici avec un four à pizza, tout ça. Hey, c'est qui ces poules là? Hey, salut toi! Hey, salut vous! Oula, vous êtes un certain nombre, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas punis quand même?
Non, à mon avis, elles doivent être en train de couver des œufs, elles, je crois. Ce que me disait Guillaume, c'est que parfois ils en isolé certaines pour qu'elles puissent être tranquilles, pour pas que les coqs les emmerdent, justement. Voilà, je sais pas si ça se voyait. Voilà. Hop. Et donc là, l'idée, c'est de faire un grand restaurant. Un grand restaurant sous cette sorte de canopée. Plutôt chouette. Pour l'instant, ça n'accueille pas le public parce qu'ils ont ce truc-là. Petit litige, on va dire, à résoudre avec un entrepreneur qui leur a fait des travaux ici il y a des années. Mais une fois que ce sera résolu, ce sera un magnifique lieu qui accueillera tout plein de gens pour tout plein d'activités. Notamment, je pense, des ateliers d'initiation à la permaculture, à l'agroécologie, au potager naturel. Voilà. Donc ça, c'est un bassin dans lequel il y a des oies, mais également des petits poissons. Des petits poissons qui mangent les moustiques notamment. Il y a des... Hop là. Il y a des grenouilles. Et il y a des papyrus. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Mais tout ça, c'est venu tout seul, m'a expliqué Guillaume. Enfin, les papyrus, je suis surpris qu'ils soient venus tout seuls, mais les grenouilles sont venues toutes seules. Les petits poissons, là, j'ai oublié leur nom, mais ce sont des poissons. Voilà, on les voit là-bas. Je doute qu'avec mon téléphone moisi, là, on les voit, mais on voit des bulles, des trucs là qui bougent en surface. C'est les poissons qui remontent jusqu'en haut, qui créent parfois un petit peu des bulles comme ça. Et donc, il m'expliquait que ces poissons, en fait, ils mangent notamment les moustiques. Et la raison pour laquelle il a mis ces pierres-là, c'est que lorsqu'il pleuvra et que ça va bien monter, en fait, il va mettre d'autres poissons, notamment des black bass et des tilapias. Les tilapias, ce sont ces poissons qui se reproduisent hyper rapidement et dont les excréments, en fait, permettent de fonctionner comme un engrais naturel également. Là, en fait, l'eau qu'ils prennent de ce bassin, avec les excréments de ces tout petits poissons, puis les excréments des oies et puis je ne sais quoi d'autre, ils l'utilisent également pour arroser. Bon, là, ils s'en servent pas là, et en fait il m'expliquait également un autre truc Guillaume, c'est que l'eau ne s'est quasiment pas évaporée depuis la dernière pluie, et qu'en fait ce ne serait pas le soleil qui fait que l'eau s'évapore, mais bien le vent. C'est le vent qui ferait que l'eau s'évapore, le vent combiné au soleil, et le vent en fait est dû au soleil. Et donc comme là c'est plutôt bien protégé, on peut voir là, c'est assez protégé, donc il n'y a pas de vent, donc il n'y a pas d'évaporation. Et donc le niveau n'a quasiment pas bougé depuis la dernière pluie. Et voilà, c'est là. Donc pourquoi est-ce qu'il a mis ces cailloux là, ces cailloux, plus que des cailloux, ça, ces grosses pierres, c'est pour que lorsque l'eau va monter, les petits poissons là qu'on voit là, qui mangent les moustiques, puissent en fait se cacher dans ces cailloux, qui puissent rentrer là-dedans et se cacher dedans. Ça va leur faire des petits habitats. Et les plus gros poissons, ils feront leur vie par ailleurs, mais les petits pourront se cacher là-dedans. Et c'est pour ça qu'il les a prévus. Pour pas que les gros poissons mangent les petits qui en aient plus. C'est ingénieux, c'est intelligent, c'est génial. Des pierres, quoi. Des pierres. Il suffit juste de penser au truc, en fait. Il suffit d'être aussi intelligent que la nature. En fait, de se montrer à la hauteur de l'intelligence que la nature nous a conférée, mais en l'observant à l'extérieur et en comprenant que la même intelligence qui régit tout à l'extérieur est la même qui régit tout à l'intérieur. Et donc il n'y a pas à croire, il y a juste à reconnaître je ne sais pas. Donc si je ne sais pas, j'observe. Et quand je commence à savoir, je comprends et puis j'agis. Ensuite, j'agis sur la base de ce que je sais. Mais avant de juste se lancer à tête baissée dans un truc parce que tout le monde fait comme ça, bon, un autre bordel, il est temps de se dire est-ce que c'est normal, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est le truc le plus intelligent, le plus chouette que je puisse faire. Si c'est pas le cas, j'arrête. Et j'arrête, je continue pas. Et je regarde autour de moi un instant, je questionne, je demande ce que font les gens, et petit à petit, je commence à comprendre que ce qu'on m'a montré, ce qu'on m'a raconté, comment on m'a guidé, pas forcément pour me nuire, mais parce que les gens faisaient du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient, mais plutôt ils ont cru que c'était le mieux, parce que tout le monde faisait comme ça, parce que c'est comme ça que c'était enseigné dans les écoles et à la télé, ce qu'on montrait, etc. Et pas du tout. En fait, il y a des manières tellement simples et tellement belles de vivre en harmonie avec notre nature que c'est juste
dément de ne pas utiliser cette opportunité. Et c'est ce que nous enseigne la nature dès lors qu'on commence à l'observer. Il y a juste à observer, tout est là, tout est là. Et ensuite, en fonction de ce qu'on observe, eh ben, on essaye de faire au mieux. Un gars, il a des pierres sous la main, eh ben, il met des pierres comme ça en se disant « Ah bah tiens, ça permettra de protéger mes petits poissons quand il y aura des grands. » Un autre gars, il a des roseaux, ben, il va mettre les roseaux en disant « Ah bah tiens, peut-être ça fera des petits trous pour mes insectes. » Un autre gars, il a des tuiles, ben, il met des tuiles, en disant « Ah bah tiens, ça va faire des petits abris pour mes grenouilles. » Et je ne sais quoi. On fait avec ce qu'on a sous la main en comprenant que bah, la vie qu'on nourrit à l'extérieur est autant de vie qui nous nourrit de l'intérieur. Que ce soit par la nourriture physique, ou la nourriture émotionnelle, ou la nourriture mentale. Tout nous revient. Tout nous revient. Il ne s'agit pas de faire des choses pour la nature parce qu'on aime, je ne sais quoi, la nature, cuicui les oiseaux, nature immaculée. C'est des conneries ça encore. L'écologie, cette dictature de l'écologie où soi-disant il nous faut maintenir la température de notre l'augmentation du réchauffement planétaire en dessous de 2 degrés d'ici à 2000 je ne sais combien, sinon c'est foutu. Tout ça, c'est des histoires pour les enfants. C'est une infantilisation qui a vocation à nous faire culpabiliser, nous faire peur pour nous maintenir dans le dictat de ce qu'on nous dit de faire ou de ne pas faire. Et donc de rester dans la croyance. Mais dès lors qu'on se met à observer, peu importe les circonstances, peu importe l'environnement dans lequel on est, avec un minimum d'huile de coude et surtout de matière grise et d'humilité, humilité qui renvoie à humain, qui renvoie à humus, c'est la même racine. Un être humain, ça doit être humble, ça doit revenir à la terre. Et juste observer la terre et se dire, ok, voilà ce que j'observe, et donc voilà ce que je peux croire sur la base de ce que je sais. Mais pas, je vais croire des conneries qu'on me raconte à la télé, ou parce qu'un groupe soi-disant international d'experts du climat, le GIEC pour ne pas les citer, me dit que je dois limiter mon utilisation des machines à laver au soir seulement enfin, je mélange deux trucs, mais que si vous lavez pas votre linge, vous allez sauver l'Ukraine. Et en passant la planète également, parce qu'elle se réchauffe. Bref, c'est toutes ces conneries qu'on nous raconte et auxquelles les gens croient, faute de savoir. Et être capable de juste dire « je ne sais pas ». Et du coup, comme je ne sais pas, c'est tellement insupportable pour moi de ne pas savoir, que je vais tout faire pour savoir. Et une fois que je sais, je ne peux plus douter de ce que je sais. Et surtout, j'ai cet élan naturel, spontané, complètement normal de vouloir partager. Partager. C'est parce qu'on partage qu'on est fort. C'est pas parce qu'on reste dans notre coin en attendant que de savoir à quelle sauce on va être mangé. Bref. Ah, petit coup de gueule, ça fait du bien, hein. Bref, voilà. Salut les oies et salut les petits poissons, dont j'ai oublié le nom. Mais c'est des petits poissons qui aiment les insectes apparemment. Qui aiment les mouches, qui aiment les moustiques surtout. Et qui n'aiment pas se faire manger par les gros poissons. Mais du coup, voilà, ça permettra d'arroser avec énormément d'excréments, de matière organique dedans, et donc hyper fertile aussi. Ah, ils sont beaux, vraiment beaux. J'espère que l'image est ok. Ouais, parce que je sais pas ce que je cadre. Ouais, c'est beau. Oh là là. Bon, allez. Et puis ensuite, on va remonter, et puis ce sera tout, hein. J'ai pas encore vu la machine à BRF, à faire du bois ramial fragmenté, parce qu'on était super lents, Guillaume et moi, et puis les autres nous ont devancés. Donc voilà un truc également, ça permet de déverser les eaux qui arrivent d'ailleurs pour ici faire un barrage. Donc c'est ça en fait. C'est génial, hein, c'est beaucoup de travail, hein, les gars, ils travaillent. Mais c'est un travail qui pour moi, c'est le seul travail qui mérite attention, qui mérite d'être réalisé. Le travail, il faut savoir que ça vient du latin tripalium, qui voulait dire outil de torture. C'est un outil de torture, tripalium. Donc lorsqu'on est... qui n'a pas grand chose à voir avec TripAdvisor, hein, tripalium. C'est un outil de torture. C'est un type de voyage quand même, mais d'un autre type. Et donc, travailler pour des sous qui nous rendent dépendants d'un système
Magnifique libellule. Travailler pour gagner des sous qui doivent forcément utiliser dans un système dont on est dépendant de la stabilité. Si le système s'effondre, nos sous ne valent plus rien. Et on est là, on se tue à la tâche, on se torture à gagner de l'argent, travailler pour gagner de l'argent. Pour moi, le seul travail qui mérite attention, c'est celui qui nous rend autonomes. Je ne vais pas dire libre, parce que ça ne veut rien dire, mais qui nous rend autonomes, qui nous rend capable de nous organiser par nous-mêmes. C'est ça que ça veut dire l'autonomie. Auto qui veut dire soi-même, nomei qui signifie organiser, du grec. Et donc si on est capable de s'organiser par soi-même grâce à son travail, ça vaut le coup. Tous les jours, toute la journée même s'il le faut. Mais on dit tout travail mérite salaire, moi je penserais plutôt seul le travail qui apporte autonomie mérite attention. Moi, je le dirais plutôt comme ça, vraiment. Mérite qu'on s'y consacre. Seul un travail qui nous amène de l'autonomie mérite qu'on lui consacre de l'attention. Pour le reste, c'est juste une distraction, je pense. Humblement, mais je pense. C'est juste une distraction de ce qui est essentiel. À savoir notre capacité à être pleinement humain sans être tributaire de tel ou tel système qui nous dit comment penser, comment respirer même, quelle bande de... Bref. Voilà. Donc ça encore, c'est un autre espace qui fait un peu bassin également, je pense, hein, pour recueillir l'eau. Encore une fois, même principe, hein, avec les pentes comme ça qui remontent, avec les murs qui permettent de capturer l'eau quand il pleut. Et voilà, tout est fait de telle sorte à pouvoir optimiser l'usage qu'on fait de la configuration de l'environnement dans lequel on est. Et ça, c'est intelligent. Ça, c'est très intelligent. Très, très intelligent. À l'image de la vie, en tout cas, du mieux qu'on peut avec ce que l'on sait à un moment donné. Qui est une des définitions de l'intégrité. Et il est 20h. Christelle et les autres peut-être qui regardaient. Navré, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, si atelier intégrité il y a, ce sera encore décalé. Donc j'espère, Christelle, que tu as informé les autres qu'on était en retard. Mais voilà, je pense que ça valait bien le coup quand on voit un petit peu tout ça. Salut le chien! Voilà, c'est plutôt magnifique. Et là, un petit peu au loin là-bas, il y a un refuge pour Anne. Un donkey refuge. Ouais, merci Christelle. Il y a un donkey refuge. C'est deux Anglais qui sont venus créer ça et je crois qu'ils ont 150 ânes. Anne et Annès. Voilà, donc encore un autre bassin ici. Puis encore une fois. Donc là, c'est des impluviums comme ceux qu'on a actuellement. Là-bas, on peut les voir autour des arbres. Des impluviums comme ça qui permettent de retenir l'eau parce que le terrain est en pente, encore une fois. Donc ça fait le tour comme ça et puis ça permet on va aller se rapprocher. Ça permet donc de retenir l'eau lorsque ça coule. Et c'est des trucs comme ça qu'on a actuellement au jardin de la santé, mais je pense qu'on va devoir revoir tout ça. Salut bonhomme, ça va? Ouais. Je te fais une petite paluche? Tu m'autorises? Je peux? Merci. Ouais. Tu es gentil toi. Miam 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 miam. Miam 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 miam. Tu veux des câlins? Allez, bisous. Bonne paille. Donc voilà Hop. Voilà le principe donc des impluviums. Jusqu'à hier, j'arrivais pas à dire ce nom, impluvium. Je pensais à tout, je pensais à diluvium, je pensais à pédiluve. Pédiluve, c'est un truc dans lequel on se lave les pieds quand on sort de la piscine, quand on rentre dans la piscine plutôt. Mais non, ça s'appelle un impluvium. Donc voilà, c'est bien mulché, plein de branchages, de matière organique comme ça. Et également de la facélie. Non, c'est pas de la facélie ça qui pousse. Donc ça, c'est un olivier qui aurait bien besoin d'être un petit peu élagué. Mais voilà, tout est au maximum laissé au naturel ici, pour justement faire en sorte d'optimiser les services que nous rend la nature, qui sont juste d'une valeur inestimable. C'est pas parce que c'est gratuit, entre guillemets, que ça ne vaut rien. Au contraire, si c'est gratuit, c'est juste parce qu'ils n'ont pas encore réussi à l'exploiter. C'est pour ça que c'est gratuit. Mais cette notion d'argent a tout dévoyé, parce que ce qui n'est pas
monétisable aujourd'hui ne vaut rien, alors que c'est tout l'inverse. Comment est-ce qu'on peut valoriser, comment est-ce qu'on peut estimer la valeur financière d'une maman qui porte un enfant pendant 9 mois et qui le met au monde? Quelle valeur on peut donner à ça? Quelle valeur on peut donner aux océans qui nous permettent, ou aux océans, ou aux arbres, qui nous permettent d'avoir de l'oxygène pour respirer? Quelle valeur on va donner à ça? C'est pour ça que c'est gratuit? Parce qu'on ne peut pas lui donner de valeur? Non, c'est gratuit, entre guillemets, parce que les vrais bienfaits de la vie ne peuvent pas être achetés. L'amour ne peut pas être acheté. La vie ne peut pas être achetée. On ne peut pas. Donc, c'est pas parce que ça vaut rien, c'est parce que ça vaut tout en fait. Ça a une valeur tellement grande qu'on ne peut juste pas foutre un prix dessus. Et ouais, tant qu'on sort de la folie aussi de l'argent, quoi, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc voilà. C'est plutôt magnifique et chouette. Oh, les petits aloés, qu'est-ce qui leur est arrivé? Puis là-bas, je sais pas ce que c'est, mais c'est un petit peu trop épineux, là, je vais pas m'aventurer comme ça pieds nus. Je risquerais de le regretter. Je confirme, déjà. C'est chouette de se promener pieds nus. Moi, j'aime bien. Quand je peux, je le fais. Parfois, je peux pas. Je le fais pas. Mais j'aime bien. Il y a même tout un mouvement, là, ça s'appelle le grounding, je crois. Earthing. Voilà. Mon pied m'a rappelé que je pouvais pas aller n'importe où, là. Hop là. Earthing, je crois, ou grounding. Les gens, ils se mettent comme ça dans le sol, dans le gazon. Ils enlèvent leurs chaussures, hein. C'est tout un procédé, toute une procédure. Ils enlèvent leurs chaussures, comme ça, ils se mettent au sol, comme ça. Et puis, ils essayent de passer 5 minutes ou 10 minutes. Il y a des processus, il y a des trucs. Juste les pieds au sol. Et ça a un nom, quoi. Ça a un nom. Il a fallu inventer une pratique où les gens comprennent que lorsque tu te mets au contact de la terre et que du coup tu as le microbiote naturel de ton environnement au contact duquel tu es, que ce soit par les mains quand tu travailles la terre ou par les pieds, qui rentre en résonance avec tes propres microbes. On a des tas de microbes et de bactéries sur le corps, hein, qui font que du coup ça renforce son système immunitaire. Ça semble tellement incroyable alors que c'est tellement basique, et on est dans une société où tout est devenu sanitarisé, où tout doit être aseptisé, où tout est juste artificiel, quoi, rendu artificiel. Mais c'est à nous pour le coup d'accorder de la valeur à ce qu'il y en a et à notre nature, et comme tu nous le dis, Isis Lightstar, Notre-Dame, merci Dame Nature pour ta générosité et ton ingéniosité. Mais ouais, merci la vie, c'est un miracle infini. Et nous, on est là à se prendre la tête avec des conneries parce qu'il y a c'est pas des idiots, mais c'est des idiots qui nous font croire à des bêtises, et nous qui ignorons la vérité de qui nous sommes, nous y croyons faute de mieux. C'est temps de sortir un peu de cette posture où on se complaît de l'ignorance et où on accepte que on ne sait pas et on apprend. Et plus on apprend, moins on est ignorant et donc plus on est vivant. Bref, voilà. Ah tiens, la ruche, la seule ruche qui subsiste. Avec des petites abeilles qui étaient bien à l'ouvrage tout à l'heure. Voilà, elles sont encore là, magnifiques. Regardez-moi ça. Donc voilà, c'est tout ce petit monde là qui pollinise les différents fruits, les différents légumes. C'est remarquable. Non, pas besoin de me piquer, mademoiselle. Pas besoin, je t'assure. Retourne avec tes copines. Aïe. Il y en a une là qui m'est passée. Ah, arrête. Il y en a une là qui m'est passée, qui est rentrée dans mes cheveux là. Pop, j'ai entendu, en plus elle... Tiens, je m'en vais, j'ai compris. J'ai un copain, Néo, qui est à 40 km au sud d'Agadir, qui s'occupe de ses abeilles, pieds nus et torse nu. Le gars, il est de toute façon toujours comme ça. Pieds nus et torse nu. Si vous le cherchez là sur Instagram, c'est Health Coach Morocco ou Jaima Bio, c'est plus court. Hôtel Jaima Bio. Le gars, c'est un sacré Néo. Bref. Ouais, carrément, Christelle. Je dirais à Guillaume et sa femme que c'est formidable, absolument. L'ancrage. Nous faisons partie du grand tout, Tricia. Mais oui, mais nous sommes le grand tout.
Le problème, c'est que nous ignorons que nous sommes nous identifiant à ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes sous cette forme, nous ne sommes qu'une partie de tout. Mais au-delà de la forme, pour ce qui nous informe, c'est-à-dire pour l'information qui donne sa forme à la forme, cette information a la même source que toutes les autres. Donc, si cette source est en nous, qui sommes-nous? Certainement pas une partie. Si tout vient de rien, et que nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes donc rien. Rien que nous croyons que nous soyons en tout cas. Donc qui sommes-nous? Je n'ai pas la réponse, mais j'ai la question. Et c'est déjà pas mal, je pense. Parce que si on se pose même pas les bonnes questions, on commence à voir dans quelle direction chercher. Alright, regardez-moi ça. Faux mimosa à nouveau, j'adore ces arbres. Je vais reprendre quelques gousses. Ça c'est vraiment un meilleur copain du jardinier sur terrain dégradé. Vraiment. C'est un meilleur copain. Hop. Allez. C'est parti. Ouais, les gousses là, elles s'aiment par terre toutes seules quoi. Ensuite quand ça s'ouvre, et ben les graines sortent. Puis le vent les porte, puis voilà quoi. C'est considéré comme une des 100 espèces les plus invasives du monde. Autrement dit, c'est une mauvaise herbe, encore une fois. N'importe quoi. Et ben voilà, retour au point de départ. Je n'ai croisé ni Guillaume, ni Alain, ni Marie-Christine, ni Béatrice. Ah, ils sont là, ils sont dans le jardin. Ils sont dans la maison. Peut-être leur proposer de vous faire un petit coucou. Regardez-moi ça là, cette vue là. Hello, hello. Je suis en train de finir ma vidéo. Vous voulez dire bonjour? Ah oui? Allez. Bien sûr, oui. Bonjour. Bah, vous dites bonjour à vous-même, mais tout le monde est là. Et puis, on vous félicite pour le jardin que vous avez fait. Tu vois, il y a des commentaires. Tu diras à Guillaume et sa femme que c'est formidable. Christelle qui vous dit ça. Et c'est vrai que c'est un sacré travail que vous avez fait. Ah oui. J'ai essayé de montrer. J'ai pas montré la machine à BRF parce que je l'ai pas trouvée. Voilà. Et voilà. Tout le monde vous dit bonjour, vous envoie des fleurs, c'est tout. Et donc voilà. Yes. C'est surtout, nous on est pour rien. Donc Alain et Marie-Christine sont arrivés tout à l'heure d'Agadir et ont débarqué direct à l'Aloe d'Agafay. Et tu sais, j'étais censé avoir l'atelier Interita à 19h, j'ai décalé à 20h, mais il est déjà 20h en française. Mais il y a une partie des participants qui sont dans l'auditoire, donc ils me pardonnent, tout le monde a été informé. Je pense que je lancerai l'atelier juste après. Ça va. Alright! Et sur ce, mes chers amis, j'espère que ça aura été au moins inspirant, peut-être même mind-boggling, comme on dit en anglais, que ça vous aura ouvert des perspectives. En tout cas, voilà quoi, c'était un désert, c'était rien du tout. Et Béatrice s'est rendue compte qu'elle pouvait faire un truc, je sais pas si le son est bon, parce que j'ai réenlevé les... Vous êtes formidable, vous dit Tricia. Majestueux, de belles personnes. Merci Missa. J'espère que le son est ok. Et donc voilà, on peut faire des trucs phénoménaux. On peut littéralement recréer notre vie pour peu en fait qu'on assume notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et si on est conscient de qui on est et qu'on a foi en notre capacité à pouvoir assumer la responsabilité que nous avons d'être en vie, et donc que notre envie nous guide, que notre désir d'être
pleinement qui est ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. C'est pas tant ce qu'on fait, ni ce qu'on a, mais c'est qui on est, un être humain. Si on prend la mesure de notre capacité à pouvoir littéralement nous réinventer, peu importe l'environnement dans lequel on est, dès là en fait qu'on entre pleinement en résonance avec l'intelligence de la vie, qui est en nous, qui est à l'extérieur de nous, qui est partout, qui était là avant, qui sera là après, et bien en fait on peut littéralement réinventer la vie. Donc c'est ce que ces gens sont en train de faire ici, Guillaume, Béatrice et puis tous les villageois là qui les assistent, et puis des initiatives comme ça, il y en a partout dans le monde, et il va y en avoir de plus en plus, et c'est à chacun d'entre nous de devenir le maître de sa propre destinée, qu'on arrête de travailler pour cette ridicule convention qu'on appelle l'argent et qu'on commence à travailler pour cette magnifique promesse que peut être l'autonomie. Car c'est là, je pense, qu'on devient pleinement en vie, lorsqu'on est autonome, lorsqu'on n'a plus peur. Lorsqu'on n'a plus peur. Alright, mes chers amis, et sur ce, je mets une belle vue pour vous souhaiter la Big Boom bonne année. Et ici, elle n'est pas assez belle. Hop là. Donc c'est à notre portée. En tout cas, ouais. toute mon énergie aujourd'hui, pas toute entièrement parce qu'il y a encore un peu de travail virtuel, mais pour faire passer l'information. Mais le gros de mon énergie aujourd'hui est consacré à œuvrer dans le réel pour notre autonomie. Et c'est à notre portée. C'est vraiment à notre portée à tous. Alright. Et sur ce, mes chers amis, je vous souhaite un big boom. Bonne année. À bientôt. À tout à l'heure pour l'atelier intégrité. Pour ceux qui voudraient s'inscrire à la dernière minute.